vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. Merci de nous rejoindre pour cette dernière émission de la semaine et de nous suivre sur Free, sur Orange et sur Bouygues via le bouquet africain. Des invités à l'honneur, bien entendu, sur le plateau avec ces belles histoires, notamment le docteur Alfred Bewinda Sawadogo. Il est docteur en télécommunications de l'Université de Lille en France, spécialiste des politiques et stratégies numériques et data. Il est également écrivain et cofondateur d'un think tank dont on parlera tout à l'heure. Il va venir nous parler de son actualité à travers la sortie il y a quelques mois de son 4e ouvrage, Les priorités de l'Afrique, éducation, technosciences, bonne gouvernance, qui apporte une contribution précieuse à la réflexion sur l'avenir du continent africain. Juste avant, nous accueillerons une femme audacieuse et lumineuse, une femme de lettres et d'esprit. Nous accueillerons Maryse Kouassi dans quelques minutes pour commencer l'émission en sa compagnie. Elle est autrice, entrepreneur et accompagnatrice en expression écrite. C'est d'ailleurs cette dernière casquette dont nous allons principalement parler, puisqu'elle propose une offre d'accompagnement à l'écriture et propose aussi des ateliers personnalisés et des parcours sur mesure pour accompagner et aider les femmes, les hommes qui veulent mettre des mots sur leurs émotions, leurs blessures et leurs mémoires. C'est une émission autour du livre aujourd'hui. Nous terminerons avec le retour nous allons rediffuser l'entrevue avec Kadi Touré, qui était de passage à Paris dans le cadre de la projection de son film Nina Torres. On en parlera tout à l'heure avec Lamine Guérassi et Moulagui. Bienvenue dans les matins d'Aïssa. On se prépare à accueillir notre première invitée, déjà installée sur le plateau. Les matins d'Aïssa sur Espace. Allons-y, on ne va pas vous faire languir plus longtemps. Accueillons sur le plateau Maryse Kouassi, femme de lettres et d'esprit, femme de conviction, femme résiliente qui a réussi à transcender les épreuves et les transformer en force et en action élévatrice. Merci d'être avec nous. Un plaisir de vous entendre rire, sourire. Vous avez illuminé le studio d'Espace TV Europe. Vous allez bien, Maryse Kouassi? Oui, je vais bien. Merci Aïssa. Merci de me recevoir sur votre plateau. Et je suis vraiment émue d'être là et ravie de participer à cet élan panafricain de la diaspora. Alors, je vous vois rire et sourire depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Je le dis, je suis heureuse, je suis ravie d'être là. Bon, très bien. Le plaisir est partagé. On va le partager avec nos téléspectateurs ce matin, avec cette belle énergie avec laquelle vous êtes venus. Vous étiez en dédicace de votre livre Au bord des silences. C'est un livre poétique. Vous étiez du côté de la Côte d'Ivoire, votre terre d'origine. Tout à fait. Un événement organisé par... en tout cas sous le parrainage de Monsieur Hervé Ayéméné, vice-président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, la classe. Ça s'est bien passé, cette séance de dédicace? Oui, ça s'est vraiment bien passé. Merci une fois de plus à mon parrain qui a vraiment tout mis en œuvre pour que ça se passe bien. J'ai eu l'occasion de retrouver des personnes que j'avais perdues de vue depuis des décennies. Et donc, j'étais vraiment émue et j'ai aussi apprécié vraiment l'intervention du président honoraire de l'association, effectivement, des écrivains de Côte d'Ivoire qui m'a rédigé une critique littéraire positive. Bravo. Et aussi, il y avait la présence, bien entendu, de la présidente de l'association, la présidente en exercice de l'association des écrivains de Côte d'Ivoire. D'accord. Donc j'étais vraiment très bien entourée et ravie que mon livre plaise et qu'il ait cet écho positif, non seulement des personnes individuelles, mais aussi des professionnels du métier. Alors, c'est vrai que l'objectif de ce livre, c'était un peu de vous reconnecter avec vous, puisque c'est un livre de poésie qui raconte un petit peu mon vécu. Pardon? Mon vécu. Votre vécu, vous nous en direz un petit peu plus. Donc, publié en auto-édition en février 2025, qui explore, vous dites, les non-dits, les héritages familiaux et les métamorphoses intimes. Oui. Vous nous parlez d'abord de votre recueil de poésie Au bord du silence. Déjà, depuis quand vous écrivez des textes poétiques?
J'écris depuis presque toujours. Moi, l'écriture, c'est vraiment un exutoire. J'écris pour mettre de l'ordre dans mes idées, pour évacuer le trop-plein d'émotions. Ouais. Quand est-ce que j'ai commencé à écrire des textes poétiques exactement? Je saurais le dire. Toujours. D'accord. Je ne me vois pas vraiment comme une experte de l'écriture poétique. Si vous verrez que c'est vraiment de la poésie libre. Ma force, c'est plus ma capacité à traduire des émotions en mots. D'accord. Mettre des mots sur les émotions, sur les blessures. Et je pense que c'est ce qui touche, c'est ce qui fait que tout le monde se retrouve quelque part dans certains de mes vers, certains de mes poèmes. Alors, vous expliquez que vous faites de l'écriture un outil de guérison, de transmission et d'affirmation. Vous nous raconterez peut-être l'histoire tout à l'heure et vous décidez aujourd'hui de lancer une offre d'accompagnement à l'écriture, des ateliers personnalisés, des parcours sur mesure. Alors, vous nous racontez un petit peu cette initiative, ce nouveau projet? Ce nouveau projet. J'ai vu en fait ce que l'écriture m'a apporté et surtout quand je l'ai publié. Et je me suis dit, pourquoi en fait ne pas accompagner des personnes à s'ouvrir, à mettre vraiment des mots sur les blessures et sur les émotions qu'ils n'arrivent pas à nommer. Ouais. Et cette idée aussi m'est surtout venue parce que après la publication de mon livre et de la séance dédicace dont on parlait tout à l'heure, j'ai vu que plusieurs personnes se sentaient beaucoup plus à l'aise à s'ouvrir sur des problématiques intimes, familiales qu'ils traversaient depuis des années. Et je me suis dit, bon, si le livre a une telle résonance, le fait que moi j'écrive, ils se sentent concernés et libérés, si vous voulez, de certaines de leurs émotions. Pourquoi ne pas aller au plus profond, en fait, de l'exercice et leur donner la possibilité vraiment de guérir comme je l'ai fait. Donc, l'idée, c'est de proposer, dans un premier temps, des ateliers d'écriture. Justement, pas dans l'objectif nécessairement de publier comme moi je l'ai fait, mais vraiment chercher à guérir, se rapprocher de soi, apprendre à mieux se connaître, mettre des mots sur ce que l'on ressent ou sur ce trop-plein, sur ce flou. Généralement, on ressent pas mal d'émotions qui sont confuses. On sait juste qu'on se sent vraiment pas bien. On ne sait pas ce qui va pas. Et ça nous bloque à certains endroits, à certains niveaux de nos évolutions, même professionnelles, relationnelles. Et c'est bien d'avoir cette clarté-là. C'est-à-dire que cette offre, cette proposition s'adresse à tous. Quel est le profil des personnes à qui ça s'adresse particulièrement? Oui, ça s'adresse à tout type de personnes, mais surtout à ceux qui sont en quête de clarté. Et généralement, ça arrive aux personnes qui sont soit en transition de vie, transition professionnelle, qui veulent vraiment changer de voie. Donc, pour cela, il faut faire le bilan, savoir où on se situe, ce qu'on veut faire, découvrir ce qu'on aime, apprendre à vraiment mieux se connaître. Alors, sans faire de généralité, moi j'ai un peu le regard que nous, les Africains, on a un peu du mal à se raconter. Quels sont les arguments et comment vous arrivez justement à plaider votre cause, en tout cas à expliquer à ces personnes que l'écriture pourrait leur apporter beaucoup de clés pour prendre le chemin de la guérison. Quels sont vos arguments et qu'est-ce que vous dites aux personnes pour leur dire, venez, vous allez voir, ça va vous apporter quelque chose dans votre chemin de vie? Oui, Aïssa, je vous rejoins. Nous, les Africains, on n'aime pas beaucoup se raconter. Pourtant, chaque personne a une histoire. Chaque personne a une mission de vie, a une trajectoire. Et le fait d'écrire, de mettre sur papier, ça nous permet de prendre une sorte de conscience, en fait, de soi, de ce qu'on est, de notre essence. Et il est vital, en fait, d'avoir cette clarté, ce lien avec soi-même. Donc, est-ce que c'est vraiment un argument qui pourrait convaincre? En tout cas, c'est celui que j'avancerai. J'espère qu'il trouvera écho chez mes confrères africains et pas que.
C'est vraiment ouvert à tout le monde, parce que moi, les problématiques que j'ai eu à aborder dans mon recueil de poésie sont des problématiques que j'estime concerner tout le monde. Je parle de transmission intergénérationnelle, je parle de liens parentaux complexes, je parle de relations d'amour, je parle de regard en fait porté sur soi-même. Donc oui, effectivement, puisque je suis d'origine africaine, ça parle plus, je parle plus de nos réalités, africaines, de familles africaines, mais je suis persuadée que tout le monde s'y retrouve. Alors pourquoi le titre Au bord des silences, qu'est-ce qu'il sous-entend ? Oui, il sous-entend pas mal de choses. Déjà, les silences. Parce que moi, j'ai vécu, je pense que certaines personnes l'ont vécu aussi, j'ai vécu pas mal de silences dus à des absences, donc notamment enfant déjà à l'absence de mon père, que j'ai interprété de différentes manières. Aussi dans certaines relations, pas forcément amoureuses. Et je me suis dit, pourquoi ne pas analyser en fait ces silences-là et trouver les mots qui les décrivent selon moi, ma compréhension et mon interprétation. Les silences sont toujours parlants ? Les silences sont jamais muets. Les silences sont habités, les silences sont parlants, les silences sont une forme de langage. Il faut pouvoir les situer dans les contextes et comprendre en fait ce qu'ils transmettent. Donc un silence n'est pas forcément négatif. Du vide, en fait. C'est pas du vide, c'est pas du rejet, c'est pas du désintérêt. Ça dépend vraiment du contexte. Il y a des moments où ça exprime une sorte d'amour tellement forte, ou un trop plein d'émotions en réalité. Donc il faut prendre le temps de les observer et de comprendre ce que ça veut dire. Donc le haut bord des silences, c'est parce que je me tiens au bord, c'est-à-dire je prends un recul sur ces silences-là. Je suis plus dedans. J'ai vraiment pris ce recul, donc je les observe de loin et avec une certaine rationalité que j'avais pas quand j'étais en pleine dedans. Alors justement, pour entendre ces silences, il faut le sens de l'écoute et surtout un certain niveau d'analyse, parce qu'il y a peut-être certains silences qu'on peut comprendre à notre manière et en fait qui ne sont pas vraiment ce qui renvoie en fait. Justement, c'est là la magie de l'écriture. Donc j'ai pas tout de suite compris, ou du moins j'ai pas tout de suite eu cette compréhension en fait de ces silences-là. C'est en écrivant de manière intuitive ce que je voyais, ce que je ressentais, ce que je percevais, qu'au fur et à mesure ça s'est affiné. Donc en fait, quand on écrit, on écrit ce qu'on ressent, on déverse tout ce qu'on a comme impression, et à force de se relire, parce que l'important c'est vraiment de se relire aussi, à force de se relire, on commence à faire des liens, et plus on libère en fait de la place dans le cerveau, dans notre cœur, au niveau émotionnel, plus il y a suffisamment de vide, et ça donne aussi de la liberté à notre esprit de mieux se mouvoir, de mieux analyser, de mieux structurer en fait toutes ces brins d'informations qu'on a, et ça nous donne en fait la possibilité d'avoir une vision générale plus rationnelle. Et justement, ça me fait penser que lorsque l'on écrit, souvent on a des phases dans la vie où il y a des moments où on va être inspiré, on va être libre de pouvoir écrire. Il y a des moments, c'est pas possible. Oui, il y a des moments, c'est pas possible. Donc, non, faut pas se mettre la pression. Faut pas se dire, là, je viens écrire ça. Non, en fait, c'est vraiment une sorte de méditation. Bon, il y a des gens qui méditent avec de la musique, certains avec des mouvements, donc comme le yoga ou les deux. Et l'écriture est une autre forme de méditation et d'introspection. Je vais y arriver. Alors, vous proposez donc une nouvelle offre pour accompagner à l'écriture. Je vous disais tout à l'heure, accompagner la rédaction de récits personnels, poétiques ou professionnels. Vous en dites un peu plus sur quand ça va se mettre en place et les personnes qui nous regardent, qui seraient intéressées, par exemple, comment on fait pour rejoindre le mouvement et faire que vous nous accompagniez. D'accord.
Oui, donc je compte lancer véritablement les premiers ateliers en septembre prochain. D'accord. Et je vais communiquer sur ces différentes offres sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok. Enfin, je ferai et même Partout, WhatsApp. quoi. Voilà, je ferai pas mal de bruit positif, bien entendu. J'imagine. Oui. Et donc, justement, toutes mes offres sont inspirées en fait des premiers retours que j'ai eus. D'accord. Donc, l'objectif premier, c'est d'aider les gens à avoir plus de clarté. Mais j'ai été aussi approchée par des personnes qui m'ont dit « Je veux écrire un livre, mais j'y arrive pas. J'ai tellement à dire, mais à chaque fois que je me mets devant... Comment structurer ma pensée, voilà, fait, et... je sais pas par où commencer. J'ai les éléments. Je sais ce que je vais écrire, mais j'y arrive pas. Est-ce que tu peux m'aider? Et j'ai même reçu des offres des personnes qui me disaient, est-ce que tu peux pas écrire mon histoire pour moi? Et je me suis dit, oui, je peux le faire, ou je peux aussi t'accompagner à le faire. Et j'ai aussi reçu la proposition de personnes qui avaient écrit des tests, mais qui ne trouvaient pas suffisamment séduisants pour être publiés. Donc, qui voulaient que je les accompagne en auto-édition. D'accord. Donc, relecture ou peut-être reformulation de certaines parties. C'est pour ça que j'ai ajouté cette brique professionnelle, en fait, sur les différentes offres que je compte proposer en septembre prochain. Ça veut dire qu'en gros, tout le monde peut se raconter, tout le monde peut... Tout le monde devrait se raconter. Il y a une sage-femme, elle est sage, je veux dire, c'est pas une sage-femme, c'est pas son métier, mais elle m'a dit, en fait, les histoires de chacun sont comme les 5 doigts de la main. Ils sont pas pareils, ils sont pas positionnés au même endroit, ils regardent pas de la même direction, ce qui veut dire que il y a de la place pour tout le monde. Et chacun a son rôle à jouer. Chaque histoire compte. Chaque histoire racontée apporte en fait à d'autres personnes. Aujourd'hui, c'est parce que j'ai osé écrire mon histoire à moi de ma manière, voilà, que certains y trouvent aussi le courage de s'exprimer, de vouloir concrétiser en fait cette volonté d'écrire. Donc tout le monde devrait le faire. Surtout nous en Afrique qui avons cette culture de transmission orale qui finit souvent par se perdre entre les générations. Je pense qu'il est grand temps et il y a un grand besoin pour nous d'écrire notre histoire. Alors, vous dites, vous avez été formé en management des systèmes d'information et en commerce international. Vous avez évolué dans différents environnements professionnels en France, en Afrique. Après un parcours en tant que senior IT consultant, vous vous déployez aujourd'hui à travers cette expertise dans l'accompagnement, la transformation personnelle et organisationnelle à la croisée de l'humain, du symbolique et du digital. Ça fait quand même un sacré détour. Vous avez tout compris. Je ne vais pas dire 90%, c'est 360 degrés, on va dire. Un revirement. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous nous racontez un petit peu? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est le livre continue, enfin le livre que j'ai écrit continue d'avoir un certain impact sur moi. Je continue de guérir, d'explorer mes propres sentiments, émotions, préférences. Et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus à l'aise avec tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est humain, sciences sociales. Et j'ai pas encore eu l'opportunité de vraiment les explorer comme je voudrais. Et je me suis dit, ayant une âme d'entrepreneur, pourquoi ne pas lancer, pourquoi ne pas tenter ma chance? Et c'est ce que je fais. Est-ce que vous entreprenez aussi en Côte d'Ivoire? Oui, j'ai toujours entrepris. Depuis toujours, ma mère me disait que même à l'école primaire, je trouvais des moyens de vendre des petites gâteries, des sucreries que je fabriquais moi-même. Enfin, il y a des bonbons qu'on appelle chez nous toffee, je sais pas, en Côte d'Ivoire. C'est délicieux. Oui. J'avais même perdu en fait ce souvenir-là, et c'est elle qui m'a appelée. Donc actuellement, effectivement, j'ai une société de construction écologique en Côte d'Ivoire. D'accord. Mais voilà, je veux vraiment plus m'orienter vers l'écriture
vers votre épanouissement, on va dire. Mon épanouissement et celui de mon prochain. Alors, vous avez fait des passages remarqués dans les médias du côté de la Côte d'Ivoire sur Live TV, oui. sur NCI, Fraternité Matin. Vous avez récemment participé au Salon international du livre d'Abidjan, on l'a dit, oui. Et des plateaux télé, des émissions comme les femmes d'ici, oui, de la NCI. Oui, tout à fait. Vous vous êtes dévoilée. Alors, racontez-nous un petit peu votre histoire, votre parcours. Quelles ont été justement ces blessures qui vous ont aidé à renaître de vos cendres aujourd'hui? Ah oui. Vous êtes née où déjà? Je suis née en Côte d'Ivoire. D'accord. Et après, j'ai vécu 10 années en Allemagne avant de venir en France. Et parlons de blessures. Moi, je pas grandi avec mon père. D'accord. Et pendant des années, j'avais cette interprétation classique que tout le monde a. Donc, des personnes qui vivent dans des familles monoparentales. Ouais. C'est-à-dire que le père nous abandonne, il nous aime pas, ou nous a pas vraiment accepté. Et au fil des temps, je me suis rendu compte que c'était pas mon histoire à moi. Ouais. Et donc, j'ai creusé. Et à force, je me suis rendu compte. Et aussi, le fait de creuser m'a permis aussi de plus m'ouvrir à mon père qui... père à son âme, m'a dévoilé ce qu'il ressentait vraiment, l'historique de sa relation avec ma mère, la séparation, et pourquoi est-ce qu'il se tenait à l'écart. Il se tenait à l'écart pas parce qu'il m'aimait pas ou il me voulait pas, mais plutôt parce qu'il se disait que j'allais être mieux. S'il était loin de moi, il se sentait pas... je dirais pas légitime, mais il se disait qu'il n'avait pas mieux à m'apporter. Donc, c'était mieux qu'il se tienne à l'écart. Bon, chacun peut avoir son interprétation Donc, cette absence, c'était plus de l'amour, en fait, selon le récit. C'était de l'amour, soit d'amour sacrificiel qui n'a pas forcément de sens. Mais c'était sa manière à lui. Et ce qui m'a encore plus touchée, c'est son histoire à lui. Ouais. Et son histoire d'enfant qu'on devait sacrifier, qui était qualifié d'enfant maudit parce qu'il avait perdu sa mère à la naissance. Et à l'époque, ces enfants-là étaient sacrifiés. Sauf que sa mère, sur son lit de mort, a réussi à mettre tout en œuvre pour déjouer cette culture, cette tradition. Néanmoins, il en a subi les conséquences parce qu'il n'était pas considéré comme quelqu'un qui avait véritablement droit à la vie ou droit à la parole ou droit à quoi que ce soit. Et en grandissant dans cet environnement-là, même adulte, même après père, il y a des choses qui ne se permettaient pas ou qui se sentaient pas. Voilà. Et je pense que tout ça, ça se transmet même sans parole. Je pense que quelque part... dans l'ADN, de toute façon, c'est justement. Et plus tard, je ressentais aussi... les blessures du rejet, de l'abandon. Oui, dans mes relations avec les autres personnes, et surtout dans mes relations, on va dire, amoureuses. Ouais. Et j'ai établi des liens. Et plus j'établissais ces liens, plus je comprenais, je prenais le recul et je me disais qu'il fallait que j'adresse ces différentes problématiques autrement. D'accord. Et voilà. Et donc, c'est l'écriture qui vous a aidé à sortir de ces schémas, blessures de rejet, blessures d'abandon. Est-ce que je suis véritablement sortie de ces schémas? Disons que j'en ai pleine conscience et je suis en bonne voie de guérison. En tout cas, je pense qu'on finit jamais vraiment de guérir. Ouais, c'est mon avis. On avance, on s'améliore avec des petits pansements, des béquilles psychologiques. Mais on essaie de garder un équilibre et justement, on comprend un petit peu mieux votre parcours, du coup, avec tout ça. Très parlant, et je pense que ça parle à beaucoup de personnes parce qu'il y a certains moments où vous avez parlé où je me suis... Vous êtes reconnu dans mon discours. Absolument. Ah, mais c'est tant mieux.
Ces aides-là que vous voulez apporter, en tout cas ces ateliers, ces accompagnements à l'écriture, est-ce qu'on a tout dit? Comment on fait pour en savoir un petit peu plus si on veut être accompagné par vous et qu'on veut écrire son livre ou qu'on veut guérir de certaines blessures? Où est-ce qu'on vous trouve? Comment on s'y prend? Voilà, j'ai mon site internet sur lequel je vais mettre toutes les informations. Si elles ne sont pas déjà, je verrai avec l'équipe technique. www.marysekwasi.com. Oui, et vous pouvez m'envoyer un mail à info@marysekwasi.com ou sinon une demande directe sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram. Donc j'ai des comptes Maryse Kwasi, tout simplement. Tout simplement. Et le livre, au bord des silences, on peut se... Dommage que vous... Ah oui, vous êtes venu avec. Il est là. Vous pouvez nous lire l'un des textes, nous lire un peu de poésie, ça va nous faire du bien, c'est vendredi. Et puis en même temps, c'est une journée de partage, puisque c'est ici, en tout cas en France, c'est la fête de l'Aïd. Oui. Donc, un petit cadeau aux téléspectateurs. D'accord. Là, je suis tombée sur la page 29. Et 28-29, je ne sais pas. Donc, je vais vous demander de choisir. Comme vous voulez. Donc, j'ai page 28, j'ai le poème Deux reines, un serment à cette sœur indomptable. Et j'ai aussi l'agonie d'une reine oubliée à ma grand-mère. L'agonie d'une reine oubliée à ma grand-mère. On va aller sur ça? D'accord. L'agonie d'une mère oubliée à ma grand-mère. Elle n'avait pas d'assaillant à ses trousses, pas de guerre, pas de royaume, pas de trône, seulement un fils frêle, un destin brisé, seulement une loi, un mur dressé devant son nom. Le village chuchotait, les anciens murmuraient, le sort était tracé, mais elle n'y croyait pas. Elle ne plierait pas. Elle, la femme aux yeux de braise, couronnée d'ombre et de silence, à l'agonie encore reine, encore guerrière, elle posa sa main sur son fils et dans un dernier souffle, elle offrit son serment au vent. C'est beau. Merci beaucoup d'être venue, Maryse Kwasi. Comment vous avez envie de conclure? En tout cas, merci de m'offrir cette fenêtre. Et mon livre Au bord des silences est bien entendu disponible sur Amazon. Oui. Et pour les personnes en Côte d'Ivoire, vous pouvez commander directement sur mon site internet qu'on a mentionné tout à l'heure, www.marysekwasi.com. Et même si vous ne prenez pas d'atelier avec moi, n'hésitez pas à essayer de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Ça aide. Ça m'a aidé et ça pourra vous aider. Merci beaucoup d'être venu nous raconter votre histoire impactante, inspirante. Maryse Kwasi, on vous souhaite bon vent dans ces activités, puis à très bientôt. Merci, à très bientôt, Aïssa. À très bientôt. Les matins d'Aïssa sur Espace. Bonne fin de semaine, merci d'être là sur Espace TV Europe. Notre deuxième invité s'installe, nous l'accueillons dans quelques petites minutes. Soyez patients, à tout de suite. Les matins d'Aïssa sur Espace. Les matins d'Aïssa qui continue de recevoir ces Africains d'ici et d'ailleurs qui s'illustrent et qui ont un savoir-faire, un savoir-être, qui viennent nous raconter leurs histoires et nous parler de leurs convictions. Ça va être le cas tout de suite avec le docteur Alfred Sawadogo qui va venir nous parler de son actualité à travers la publication de son 4e ouvrage sorti en janvier dernier, si j'ai bien compris, intitulé Les priorités de l'Afrique, éducation, technosciences, bonne gouvernance. Alors on vous accueille avec beaucoup de plaisir, docteur Alfred Sawadogo, pour parler de tous ces sujets essentiels, donc des sujets dont on a beaucoup parlé depuis la sortie de votre livre, Les priorités de l'Afrique, éducation, technosciences, bonne gouvernance, un livre qui fait déjà beaucoup parler depuis sa sortie en janvier dernier. Est-ce que vous confirmez? Bonjour.
Tout à fait, bonjour, merci de me recevoir. En effet, depuis la publication du livre, j'ai pu passer sur pas mal de médias pour en discuter et c'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau aujourd'hui pour continuer justement à parler de ces points qui sont cruciaux mais qui ne sont pas souvent mis en lumière dans le débat public. Alors, vous venez partager vos réflexions sur l'avenir de notre cher continent. Alfred Sawadogo, docteur en télécommunication de l'Université de Lille en France. Vous êtes spécialiste des politiques et stratégies numériques et data. Parallèlement à vos activités professionnelles dans le domaine des télécommunications, vous êtes également écrivain, donc, et cofondateur du think tank, j'arrive jamais à le prononcer, mais je crois... Emeraude BF. Emeraude comme la pierre précieuse, Emeraude BF. Emeraude BF, le mouvement de réflexion sur les opportunités de développement du Burkina Faso que vous avez créé avec le docteur Moubarak Zouré. Voilà. Vous avez publié plusieurs ouvrages, on en parlera rapidement tout à l'heure, mais c'est celui-ci que vous êtes venu promouvoir. Alors, vous êtes docteur en télécommunications, spécialiste des politiques et stratégies numériques. Alors, comment ce parcours scientifique vous a amené à vous intéresser aux questions de développement de notre continent, l'Afrique ? Alors c'est vrai qu'à priori, on se dirait que voilà, je suis d'un background très scientifique, très technique, et donc on s'attendrait à ce que je sois essentiellement sur les questions techniques prioritairement. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant mes études d'ingénieur notamment, je me suis intéressé donc au développement de l'Afrique. Et j'ai commencé à en discuter, que ce soit de façon informelle avec des amis, tout en on discutait tantôt donc des questions d'éducation, tantôt de santé, tantôt d'agriculture. Ouais. Et aussi les médias aidants. Donc je fais un clin d'œil aux médias. J'avais accès à des articles qui traitaient de plusieurs sujets. Donc j'ai commencé à lire, à me documenter donc, sur l'énergie, sur les routes en Afrique, sur les questions économiques en Afrique, les questions de société en Afrique. Et du coup, j'avais une curiosité pour toutes les questions. Et cette curiosité m'a amené à continuer à faire des recherches, à lire, à discuter et un jour lancer un think tank justement qui traite du développement de l'Afrique et plus particulièrement du Burkina Faso. Mais ce que je comprends, c'est qu'il ne faut pas opposer l'expertise technique à cette vision globale et holistique en fait du développement, Ouais. parce que le développement par définition est un phénomène multidimensionnel. Ouais. Et quand tu veux être pertinent, quand tu veux avoir une contribution pertinente au développement du continent, il faut, pour certains profils, voilà, avoir un regard d'ensemble. C'est vrai qu'il faut des profils qui sont uniquement sur la technique, je suis d'accord, mais il faut aussi des profils qui sont capables d'articuler plusieurs domaines différents. Et moi, de par mon parcours, je fais partie de cette deuxième catégorie qui arrive en fait à articuler que ce soit les questions, par exemple, de sociologie, les questions d'économie, les questions de technologie, parce que c'est l'articulation harmonieuse de tout ça qui crée le développement. Lorsque vous entendez quelqu'un qui est seulement sur le plan technique parler, il ne tient pas souvent compte des enjeux de société, vous voyez. Mais moi, quand je parle, j'essaie de tenir compte de tout ça, de trouver un compromis qui permet à toute solution de marcher, parce qu'aucune solution technique ne peut marcher à 100% sans prendre en compte les autres aspects. Les pistes donc dont vous parlez, essentielles selon vous, les priorités carrément, éducation, technosciences et bonne gouvernance. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre et parlez-nous un peu du déclic, à quel moment vous vous êtes dit il va falloir coucher sur papier tous ces enseignements et tout ce que j'ai pu observer. Très bonne question. En fait, il y a plusieurs motivations qui ont présidé donc à l'écriture de ce livre. La première motivation, c'est que j'ai constaté que ce sont des sujets qui sont peu présents dans le débat public. Ouais. Lorsque vous écoutez le débat public tout de suite, et d'ailleurs nous allons enregistrer l'émission, dans 2 semaines, dans 3 semaines, allons sur YouTube, on va voir le nombre de vues. Et si vous m'aviez invité plutôt pour parler, par exemple, des élections dans je ne sais quel pays en Afrique, ou pour parler de la France-Afrique, pour parler du franc CFA, pour parler de la présence de la Chine ou de la Turquie en Afrique, etc., lorsque vous comparez ces 2 vidéos, vous allez voir très vite que la vidéo que nous enregistrons maintenant aura nettement moins de vues que des sujets sur les questions purement électorales, les questions de France-Afrique, les questions de franc CFA, etc., etc. Donc, dans le débat public, il y a une lumière. Pourquoi, selon vous, en fait Parce que, en fait, quand vous prenez les questions sur la France-Afrique et autres, ce sont des sujets qui génèrent beaucoup de passion. Ouais. Il y a de la passion et ça draine de l'intérêt. Ouais. Alors que quand vous parlez d'éducation, c'est très rationnel. Quand vous parlez d'industrie, c'est très rationnel. Et les gens, ça n'agite pas les émotions. Ouais, mais dès qu'on prononce France-Afrique, vous voyez que les émotions sont vite agitées. Ouais. Et donc, il y a de l'intérêt à suivre pour savoir qu'est-ce qu'on dit ou à savoir dans quel pays et dans tel pays, est-ce que telle personne peut être candidat ou pas. Vous voyez, ça génère tout de suite de la passion parce que la personne en question a des supporters, il a des gens qui sont contre lui. Et donc, ça génère très vite des passions agitées. Alors
Alors que quand vous parlez d'industrie comme moi, de technologie comme moi, voilà, on vous regarde un peu, on vous écoute et très vite on zappe. Voilà, donc moi j'ai voulu mettre ces sujets dans le débat public parce que j'ai compris que ce sont des sujets qui sont un peu délaissés, alors que pour moi, d'après mon analyse, en fait, c'est le fondement, c'est la priorité, en fait. Si on reste juste sur les questions de France CFA, France-Afrique, présence de la Chine en Afrique, on perd de vue l'essentiel des sujets. En fait, c'est ce que j'appelle les sujets conjoncturels et les sujets structurels. Les sujets conjoncturels, justement, c'est ça. C'est le franc CFA ceci, la France a fait ci, est-ce que telle personne peut être candidat à l'élection présidentielle dans tel pays africain. Mais les questions structurelles... C'est les sujets qui résonnent sur de l'actualité, en tout Exactement, cas. de l'actualité. Mais ce que je veux dire, justement, c'est que voilà, l'actualité n'aborde pas, en fait, le fond des sujets. Ouais. Parce que le fond des sujets, pour moi, c'est l'éducation, c'est la technologie, c'est la bonne gouvernance. Mais malheureusement, ces sujets, donc, ne sont pas très présents dans le débat public. Et moi, j'ai voulu écrire un livre, justement, pour dire, c'est bien de parler des questions conjoncturelles, mais essayons de revenir sur les questions structurelles, parce que c'est là que tout se passe. On a beau débattre sur la France-Afrique ou la Chine-Afrique, si on n'a pas de technologie, si on n'a pas de bonne gouvernance, si les gens ne sont pas éduqués, je vous assure que tous ces débats seront inutiles. Alors, 3 priorités majeures pour l'Afrique, l'éducation, la technoscience et la bonne gouvernance. Pourquoi avoir choisi spécifiquement ces 3 axes et qu'est-ce qu'ils ont de primordial, en fait, pour pouvoir changer un petit peu toutes ces réalités? Très intéressant, très intéressant. Alors, en réalité, il y a 2 priorités. Pour tout vous dire, il y a 2 priorités. C'est la technoscience et la bonne gouvernance. Mais l'éducation, c'est la condition pour rendre possible la technoscience et la bonne gouvernance. Et qu'est-ce que vous appelez la technoscience? Voilà, technoscience et bonne gouvernance. Alors, la technoscience, en gros, c'est la combinaison des sciences et des technologies. Et pourquoi j'en suis venu donc à identifier la technoscience comme une priorité? C'est parce que je considère que l'un des événements ou l'une des phases qui ont marqué le plus l'histoire de l'humanité, c'est la révolution industrielle. Ouais. Parmi tous les événements qui ont jalonné l'histoire de l'humanité, si moi je devais retenir un événement majeur, pour moi ce serait la révolution industrielle. Alors pourquoi la révolution industrielle? Parce que c'est à partir de la révolution industrielle, en fait, que la qualité de vie des êtres humains sur la Terre, notamment dans les pays qui ont connu cette révolution industrielle, a augmenté. La qualité de vie a augmenté parce qu'il y avait maintenant des capacités de produire, des produits industriels. Et donc là, les gens ont commencé à mieux manger, à mieux se soigner, à s'éduquer et donc à avoir même des loisirs, à avoir une vie beaucoup plus intéressante que dans l'ère pré-industrielle. Ouais. Et quand vous regardez la différence entre l'Occident, la Chine et les régions pauvres telles que les régions africaines, la différence se situe là, c'est que toutes les nations développées ont connu l'industrialisation. La Chine l'a fait tardivement, a fait un rattrapage technologique et industriel qui lui a permis aussi de se positionner parmi les nations les plus puissantes de ce monde. Mais malheureusement, en Afrique, il n'y a pas eu cette maîtrise technologique, cette maîtrise scientifique, si bien que l'Afrique est restée le dernier de la classe. Et donc, tout se joue au niveau de la technologie aujourd'hui. Je vous amène à observer que les pays les plus influents, les plus puissants, sont les pays qui maîtrisent la technologie. Vous pouvez regarder, il n'y a aucun pays qui est cité en premier dans les conseils des nations qui ne soit pas technologiquement avancé. Et donc, ce que j'ai compris, c'est que la technologie détermine l'économie et l'économie détermine la place de votre pays dans le Conseil des Nations. Donc aujourd'hui, l'économie repose sur les innovations technologiques. On parle d'intelligence artificielle. Les nations les plus puissantes sont celles qui maîtrisent actuellement l'intelligence artificielle. Mais malheureusement, en Afrique, on n'a pas eu cette maîtrise scientifique et technologique, si bien que au quotidien, on passe notre temps à importer parce qu'on a besoin de drones pour sécuriser nos territoires et nos populations. On n'en fabrique pas, donc il faut importer. On a besoin de produits agroalimentaires. On n'en fabrique pas assez, il faut importer. On a besoin de respirateurs. On a besoin de pas mal de médicaments. D'ailleurs, les chiffres montrent que l'Afrique produit à peine 2% des médicaments qui sont consommés sur le continent. Et donc, quel que soit le domaine que vous prenez, en fait, nous avons des besoins que nous n'arrivons pas à satisfaire, tout simplement parce que nous n'avons pas la maîtrise scientifique et technologique qui permet de construire ces éléments, de fabriquer ces éléments. Nous avons besoin de satellites, mais nous ne savons pas comment fabriquer un satellite. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut importer. Le drame avec l'importation, c'est que ça demande beaucoup de dépenses, puisque c'est des milliards qu'on dépense pour importer. Et deuxièmement, ça crée ce qu'on appelle de la dépendance. Vous dépendez des autres. Et si un jour, ils veulent vous faire chanter ou vous dominer, justement, ils peuvent le faire parce que vous dépendez de leur technologie, vous dépendez de leurs produits. Donc, la technologie, pour moi, est le moteur du monde post-révolution industrielle.
Alors justement, ce fondamental, on va dire cette priorité que vous venez d'évoquer, technosciences, mais comment l'Afrique peut-elle rattraper son retard dans ce domaine sans une bonne gouvernance? C'est aussi la question qu'on pourrait se poser. C'est le cas par exemple de la transformation, où vous parlez aussi d'une nécessité de pouvoir transformer nos matières premières, mais comment y arriver si le pays est mal gouverné et que les personnes ne réussissent pas à avoir les financements pour aller dans ce sens. Votre lien est très intéressant. Le lien montre effectivement que industrialisation et bonne gouvernance sont liés. En fait, la bonne gouvernance, c'est cette capacité à exercer le pouvoir dans l'intérêt des populations. En fait, quand vous êtes un dirigeant et que votre préoccupation, c'est l'intérêt général, c'est le bien-être des populations, vous allez vous entourer de toutes les briques nécessaires pour y arriver. Et l'industrialisation, justement, comme je l'ai démontré précédemment, c'est l'une des briques essentielles, sinon la brique majeure. Tout commence par l'industrialisation et tout finit par là. Donc, quand vous êtes dans un système de bonne gouvernance, il y a en fait une gestion rigoureuse des affaires de l'État. Il y a une gestion saine des ressources publiques pour justement financer les domaines essentiels au bien-être des populations, et l'industrie en fait partie. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la bonne gouvernance permet de mobiliser les ressources nécessaires pour justement financer la mise en place d'un écosystème d'innovation technologique. Parce qu'en matière de technologie, il faut créer un écosystème. Souvent, je vois par exemple des gens qui sont enthousiastes parce qu'on a construit une usine ou deux usines à gauche ou à droite, mais ce n'est pas ça l'industrialisation. L'industrialisation, ça ne se résume pas à une usine ou deux usines, non, c'est beaucoup plus que cela. C'est vraiment un écosystème dans lequel vont intervenir non seulement d'abord la formation, ouais. Il faut que les jeunes soient formés dans des filières scientifiques et techniques qui leur permettent de travailler dans des usines, dans des laboratoires. Il faut également un financement, parce qu'on ne peut pas innover sans financement. Troisièmement, il faut des infrastructures. Il faut de l'énergie, il faut des routes, il faut le numérique également, le numérique qui s'est imposé dans quasiment tous les domaines pour créer l'écosystème. Et enfin aussi, il faut, d'un point de vue juridique, en fait, protéger les industries naissantes. Donc, ce sont ces quatre piliers du moins, qui font le développement industriel. Et pour les actionner, pour actionner ces leviers, il faut une bonne gouvernance. Mais si vos dirigeants ont pour seule préoccupation de s'enrichir, ils ne vont jamais donc aller dans l'agenda de créer un écosystème d'innovation technologique. Raison pour laquelle j'énonce donc la bonne gouvernance comme la deuxième priorité, puisqu'elle est la condition également même pour qu'on aille vers l'industrialisation. Mais in fine aussi, je dis que l'éducation, c'est la mère des batailles, parce que sans éducation, il n'y a pas de technologie, et sans éducation aussi, il n'y a pas de bonne gouvernance. Mais avant de finir avec la bonne gouvernance, sans sombrer dans le pessimisme, quels sont, selon vous, les obstacles, justement, à cette bonne gouvernance aujourd'hui en Afrique? Alors, les obstacles sont à plusieurs niveaux, mais moi, je pars du principe que la bonne gouvernance sera, en fait, fonction du niveau d'exigence du peuple. Ouais. En fait, il y a une malgouvernance qui persiste parce que les dirigeants, en fait, ils ont intérêt à la malgouvernance, ils ont intérêt à l'opacité, puisque ça fait leur affaire. Lorsque tu détournes des milliards, tu es bien, en fait, tu es confortable dans une situation où il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de reddition de comptes, il n'y a pas une presse qui est exigeante, il n'y a pas de justice qui soit indépendante pour te demander des comptes, vous voyez. Ouais. Donc, en face, il faut une population qui soit exigeante. Le jour où les populations se lèvent, c'est ce jour-là que la malgouvernance disparaît. Je vais prendre un exemple très concret. Une fois au Burkina Faso, je crois que c'est dans les années 2016 ou 2017, il y a Huawei, donc l'équipementier chinois, qui avait donné des tablettes à des députés burkinabés. À des députés? À des députés. Donc une entreprise qui donne des tablettes à des députés. Cela est contraire à la loi parce que déjà, ça peut être une sorte de pot de vin. Voilà, de pot de vin, de corruption. Et même, comme c'est d'un point de vue technologique, ils peuvent mettre des composants qui vont écouter les échanges, en fait, voilà, des représentants du peuple. Et ça, c'est très dangereux. Ça nuit à la souveraineté d'un pays. Ça ne pourrait pas exister ici. Exactement. Donc, c'est impensable. Mais ça s'est fait au Burkina Faso. Mais heureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, les citoyens, l'opinion publique s'est saisie de la question. Les gens sont montés au créneau. Et je vous assure qu'au bout de 2 semaines, tous les députés ont été obligés de remettre les tablettes. C'est un exemple qui montre que la bonne gouvernance dépend de la volonté, de la mobilisation du peuple. Donc, ce que moi j'essaie de faire, c'est de nous interpeller pour que nous ayons un niveau d'exigence élevé et que nous nous mobilisions pour défendre l'intérêt général. Parce que si nous devons juste nous asseoir pour attendre que la bonne gouvernance vienne comme ça sur un plateau d'argent, nous soit donnée sur un plateau d'argent par les dirigeants, je vous assure qu'on va attendre pendant des décennies, sinon des siècles.
Et donc, moi, je refuse d'attendre ces siècles-là. Je dis, levons-nous, mobilisons-nous et essayons donc de contraindre, c'est ça en fait le mot, c'est contraindre les dirigeants à aller vers le chemin de la bonne gouvernance. Le professeur Souleymane Bachir Diagne disait justement que les politiciens ne vont agir que sur la pression des populations. Ouais. Voilà, il faut que les populations mettent la pression pour la bonne gouvernance. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on a vécu dans certaines régions d'Afrique. Ça a été le cas au Sénégal, ça a été le cas au Burkina Faso et d'autres pays voisins où on a vu cette jeunesse dire stop, dire non et s'investir dans les différentes échéances électorales dernières et qui ont apporté quelque chose. Où ça a été le cas au Sénégal notamment où la jeunesse a dit non. Ouais. On voit quand même que pour qu'on ait aussi une petite pointe d'optimisme, de dire que on est quand même dans une ère où les jeunes Africains ont compris beaucoup de choses. Tout à fait, c'est sûr qu'il y a des avancées en la matière. En gros, il y a plusieurs leviers par lesquels les populations ou les jeunes de façon générale peuvent impacter la gouvernance. Ouais. Il y a déjà le vote. Le vote, il est très important. Par le vote, vous pouvez contribuer à la bonne gouvernance. Par les manifestations, parce que si on prend le cas du Sénégal, justement, il y a eu beaucoup de manifestations lorsque le président Macky Sall voulait donc prolonger un peu son mandat et tout ça. Voilà, il y a eu vraiment une mobilisation des jeunes pendant 2 à 3 ans avec beaucoup de dégâts, certaines personnes qui ont été blessées, etc., etc. Donc, ces mobilisations également permettent de dire non à la malgouvernance. Mais troisième volet qui est plus important, c'est vraiment un suivi citoyen des politiques publiques. Ouais. En fait, voilà, les mobilisations spontanées, c'est bien, mais si nous suivons de façon structurelle les politiques publiques, on n'aura même plus besoin de manifestations ponctuelles. Donc, il faut vraiment un suivi citoyen des politiques publiques. Au quotidien, vous suivez les décisions, les décrets, les arrêtés ministériels, vous les suivez à la lettre. Et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tout de suite dans le débat public, vous lancez le sujet, vous mobilisez les gens et vous dites, faites comprendre simplement à l'autorité qui est en face que ça ne se passera pas comme ça. Et donc, pour moi, à côté des mobilisations ponctuelles qui sont salutaires, il faut un suivi permanent et régulier des politiques publiques. Chaque fois, il faut lire les décrets présidentiels, il faut lire les arrêtés ministériels, il faut comprendre ce qu'ils font au quotidien. Et dès qu'il y a une dérive, là, vous vous levez pour dire non, ça ne se passe pas comme ça. Donc pour moi, c'est en alliant donc tous ces aspects-là qu'on peut contraindre les dirigeants à la bonne gouvernance. Alors votre ouvrage est très documenté avec notamment des données qui proviennent d'organisations internationales. Alors qu'est-ce que ces indicateurs socio-économiques nous révèlent sur la situation actuelle de l'Afrique, même si vous avez égrené pas mal de pistes de réponses depuis tout à l'heure, mais plus généralement, qu'est-ce que les documents que vous avez découverts, que vous portez à notre connaissance dans cet ouvrage révèlent sur la réalité aujourd'hui? En fait, oui, j'ai mis un point d'honneur à avancer donc des chiffres, des données et des faits pour étayer ma réflexion. Donc, mon analyse part non pas de l'idéologie, mais vraiment de faits et de données. C'est important à préciser parce que j'ai remarqué, ça fait longtemps que je suis dans le domaine des conférences, des événements sur l'Afrique. Très vite, quand on parle du développement de l'Afrique, moi, j'ai constaté qu'on vire à l'idéologie. C'est-à-dire qu'on se met dans des débats qui n'ont aucun lien avec le réel, qui n'ont aucun lien avec les chiffres. Et donc, moi, de par déjà ma formation scientifique et surtout ma formation doctorale, j'ai un amour pour les chiffres, j'ai un amour pour les quantités. Pas juste un amour parce qu'il faut aimer, mais un amour parce que c'est important. Tant qu'il n'y a pas les chiffres, on ne peut pas comprendre l'ampleur d'un phénomène. Voilà, il faut mesurer les phénomènes. Si on prend par exemple la question de l'emploi, en Afrique, par exemple, il y a 10 à 12 millions il y a 10 à 12 millions de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année. Ce sont les données de la BAD, Banque africaine de développement. Donc, chaque année, il y a 10 à 12 millions de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Et vous savez combien d'emplois formels sont créés chaque année? Seulement 3 millions. Donc, vous opposez 3 millions. 9 millions qui se retrouvent sur le carreau. Vous voyez. Donc, on a tous une idée du niveau de chômage en Afrique. Mais quand je vous donne ces chiffres, vous voyez l'écart abyssal entre l'offre et la demande. Et donc, moi, j'aime qu'on mette les chiffres dans le débat public pour prendre conscience du niveau de déficit et par conséquent, donc, envisager des efforts proportionnels. Parce que souvent, on fait des efforts, mais ce n'est pas proportionnel aux besoins en fait, auxquels il faut répondre. Donc, bref, le premier chapitre de mon livre est intitulé donc, Indicateurs socio-économiques de l'Afrique. Et dans ce chapitre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de parcourir les différents domaines pour faire ressortir donc, des chiffres, des données publiées notamment par des agences telles que l'ONU, telles que la Banque africaine de développement, l'Organisation internationale des télécommunications, l'OMS, etc., etc. Donc, des agences qui font des enquêtes, qui font des études pour faire ressortir donc, des chiffres en lien avec la réalité. Et donc, qu'est-ce que donc les indicateurs disent? Les indicateurs disent en gros que l'Afrique est pauvre. Ça, c'est la première chose.
C'est important à souligner parce que, bon, il y a des gens qui vont me dire tout de suite, non, tu sais, il y a du pétrole en Afrique, il y a des diamants, non, l'Afrique est riche. Bon, moi, j'aimerais vous dire, revenons sur les chiffres. Les chiffres montrent que le PIB de l'Afrique, le produit intérieur brut de l'Afrique, produit intérieur brut, c'est une métrique que les économistes ont mise en place pour mesurer donc la richesse produite dans un pays sur une année. Et cette métrique-là, le PIB dit de l'Afrique, est d'à peu près 3 000 milliards de dollars en 2023. Et ça représente? C'est inférieur au PIB d'un pays tel que l'Angleterre ou... Inférieur, ou le Japon. Donc, figurez-vous que 54 pays ont moins de production économique qu'un seul pays. C'est pour dire à quel point on est pauvre. Et pour encore aller dans ce sens, j'ai analysé les déficits dans le secteur de l'éducation. Les chiffres montrent à peu près qu'il y a 100 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école en Afrique actuellement. Je suis allé au niveau du secteur de la santé voir également les déficits. Je disais que nous produisons à peu près 2% des médicaments qui sont consommés sur le sol africain. Je suis allé également... Oui. C'est incroyable. C'est incroyable, oui. Donc voilà, les chiffres permettent de prendre conscience de la réalité. Je suis allé parcourir également au niveau du secteur énergétique. Il y a à peu près 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité. Je suis allé au niveau du domaine du numérique. Il y a un Africain sur 3 qui peut avoir accès à Internet. Vous voyez, donc j'ai parcouru tous les domaines, l'accès à l'eau potable, l'assainissement. Dans le cadre de l'assainissement et de l'hygiène, les chiffres ont montré qu'il y a 200 millions d'Africains qui continuent de pratiquer la défécation à l'air libre, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de latrine chez eux. Vous voyez, donc j'ai fait ressortir les chiffres, les données pour montrer qu'il ne faut pas fantasmer sur l'Afrique. Quand on parle de l'Afrique, ayons en face les chiffres et regardons les chiffres. Et je termine par là, l'indice de développement humain. Là également, c'est une mesure qui a été mise en place et qui tient compte de l'éducation, de la santé, de pas mal de paramètres du développement humain. Ces chiffres montrent que dans le monde entier, il y a 33 pays, dans le monde entier, 33 pays qui ont un indice de développement humain faible. Et parmi ces 33 pays, 30 sont africains. Vous voyez, si vous me permettez que j'ajoute encore, dans le monde entier, l'Afrique regorge en gros des 60% des individus extrêmement pauvres dans le monde. À l'heure actuelle, et en 2050, l'Afrique va regorger des 90% des individus les plus pauvres dans le monde. C'est ça. Pour dire que, et quand je parle d'extrême pauvreté, c'est ceux qui vivent en dessous de 1,90 $ par jour. Donc vous voyez, les chiffres ne sont pas reluisants. Donc regardons la réalité en face. Prenons conscience que le défi, il est énorme, il est abyssal. Et par conséquent, nos efforts ne doivent pas être des efforts mineurs, mais on doit plutôt avoir des politiques ambitieuses pour élever ces grands défis. Alors, vous citez de nombreux auteurs et penseurs africains comme Cheikh Anta Diop, Joseph Kizerbo, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara également. En quoi leurs pensées restent-elles pertinentes pour l'Afrique d'aujourd'hui? Quels sont les héritages de ces penseurs qui doivent aujourd'hui nous aider justement à avancer dans le sens dont ce que vous êtes en train d'évoquer? Qu'est-ce qui est pertinent dans leurs pensées et est-ce que ça résonne toujours aujourd'hui? Alors, je suis allé consulter justement ce que ces penseurs ont dit, notamment le professeur Joseph Kizerbo, professeur Cheikh Anta Diop, professeur Kaku Nabokpo, également Edem Kodjo, Aimé Césaire, Jacques Attali. Il y a pas mal d'auteurs que j'ai cités. Je suis allé regarder donc leurs réflexions. Premièrement parce que humblement, je reconnais que je ne suis pas le premier à mener une réflexion sur le développement de l'Afrique. Voilà. Donc, comme je ne suis pas le premier, je dois automatiquement aller voir ce que mes prédécesseurs ont pu dire sur le sujet. Donc, c'est vraiment quelque chose qui relève du bon sens. Je suis allé voir ce que les autres ont dit. Et à partir de là, également, je me suis forgé mon opinion à travers mon expérience personnelle et en recoupant tout ce que ces grands auteurs ont pu dire. Et leurs pensées, pour la plupart, sont toujours d'actualité. Parce que quand vous prenez le professeur Cheikh Anta Diop, dès les années 1960, il a dressé un programme d'industrialisation de l'Afrique. Et moi, aujourd'hui, en 2025 encore, je vous parle d'industrialisation de l'Afrique. Pour dire qu'entre 1960 et 2025, il n'y a pas grand-chose qui a été fait pour développer le tissu industriel africain. Donc, le professeur, il a travaillé, il a élaboré un très bon programme qu'il a publié depuis 1960, mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ce sujet on n'a pas pu avancer sur ce sujet. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu, en fait, un écart entre les intellectuels et les hommes politiques. En fait, dans la configuration idéale, les intellectuels ont pour rôle de produire des connaissances, de produire en fait des idées, de produire des solutions. Et les hommes politiques, pour leur part, les mettre en œuvre. Les mettre en œuvre. Donc, dans une société normale, c'est comme ça que ça se passe. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous généralement? C'est que les hommes politiques, ils n'écoutent pas les intellectuels. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles justement j'ai écrit ce livre, parce que je me demandais, mais pourquoi on n'écoute pas les intellectuels en Afrique?
Parce que les solutions sont là. Si on avait écouté le professeur Cheikh Anta Diop en 1960, je vous assure que l'Afrique ne serait pas là où elle est aujourd'hui. Donc pourquoi on n'écoute pas les intellectuels? Et c'est là que j'ai compris qu'il y a une malgouvernance, c'est-à-dire que des gens arrivent avec leur agenda personnel, ils s'accaparent les ressources de l'État et l'État maintenant devient un bien patrimonial, ce qu'on appelle la patrimonialisation du pouvoir. Donc l'État ne fonctionne plus pour résoudre les problèmes des citoyens, mais l'État est juste aux mains d'un clan qui en profite tout simplement comme une vache à lait. C'est quoi la solution en fait? Quand on vous écoute, on a l'impression que ça va être compliqué en fait. Le défi il est immense, je ne vais pas vous le cacher, le défi il est immense, mais on peut compter sur l'éducation et la mobilisation des citoyens. Pour moi, c'est de là que tout partira. Il faut que les citoyens soient éduqués, raison pour laquelle j'insiste sur l'éducation. C'est parce que l'éducation donne la lumière, l'éducation donne l'exigence. Si aujourd'hui, moi j'ai la lumière, moi j'ai de l'exigence vis-à-vis des gouvernants, c'est parce que j'ai été à l'école. J'ai bénéficié d'une formation, j'ai étudié, j'ai eu un doctorat, ce qui a aiguisé en fait mon esprit critique, ce qui m'a permis également de comprendre le monde, comprendre l'évolution économique du monde, comprendre les questions politiques, comprendre les questions technologiques. Et c'est à partir de toutes ces connaissances qu'aujourd'hui je peux me tenir devant vous pour tenir un certain discours, faire des plaidoyers, amener des sujets dans le débat public. Mais si tu n'as pas eu cette chance-là, quelle que soit ta bonne volonté, tu peux rien faire. Donc pour moi, en fait, on doit éduquer les gens et les gens maintenant vont se mobiliser pour défendre les intérêts et défendre l'intérêt général en Afrique. Alors ce livre met des actes posés également. Dans votre livre, vous évoquez votre engagement citoyen à travers l'Emeraude BF que vous avez cofondé en 2016. Pouvez-vous nous parler de ce mouvement et de ses réalisations? Alors, le Emeraude BF, c'est un think tank à la base, donc un laboratoire d'idées. Et notre motivation, c'était de créer un cadre où les jeunes, en fait, vont discuter des questions de développement. Et en gros, la vision du mouvement, c'est de construire une jeunesse responsable, citoyenne et actrice du développement. Et donc, on organise pas mal d'événements, notamment des conférences, notamment des formations, pour aider les jeunes à mieux comprendre les problématiques de développement. Oui. Parce que si vous suivez bien mon discours, moi je mise sur la mobilisation des citoyens et un citoyen ne peut se mobiliser que s'il est informé, s'il est éduqué. Et donc nous organisons du moins des événements où les jeunes entendent des experts, ils entendent des leaders parler des questions de développement. Parler de santé, parler d'économie, parler d'éducation, de technologie, d'industrie. Et à partir de cela, le jeune, il a l'information et il peut se mobiliser pour défendre ses droits, il peut se mobiliser pour faire avancer des causes. Nous misons beaucoup sur cet aspect vraiment de former la jeunesse et également nous leur permettons de s'exprimer. Donc nous avons des commissions de réflexion où chacun de nous, suivant son profil, il peut donc mener une réflexion, par exemple sur la technologie en Afrique, la bonne gouvernance en Afrique, etc., etc. Et on fait des propositions dans le débat public puisqu'on est convaincu que la qualité du débat public détermine la qualité des politiques publiques. Si dans le débat public, nous sommes mobilisés autour des enjeux majeurs d'industrialisation et de bonne gouvernance, vous allez voir qu'in fine, on va imposer ces points au niveau de la gouvernance. Vous annoncez également dans votre livre la création prochaine d'une ONG, Réseau Afrique et Savoir. Alors, quels sont les objectifs de cette ONG? Comment compte-t-elle soutenir l'éducation et la science en Afrique? Alors, super. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant le livre, donc, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai été au plus près des chiffres qui montrent donc les défis en matière d'éducation en Afrique. Et cela m'a amené, lorsque vous lisez le livre, l'une des dernières recommandations que je fais dans le livre, parce que le livre il est plein de recommandations, mais l'une des dernières recommandations, c'est de créer vraiment, j'allais dire, un réseau pour mobiliser tous les acteurs intéressés par la question de l'éducation en Afrique. Et je me suis dit, pourquoi juste me limiter à faire une recommandation? Chaque personne de son côté fasse des actions et en fait de... Voilà, c'est ça, regrouper, en fait, créer un réseau, une synergie en fait, pour avoir plus d'impact, parce que la synergie est toujours plus efficace que les actions isolées. Et donc, c'est parti du livre, c'est vraiment un projet qui est parti du livre. Le livre, en fait, soutient que l'éducation est la mère de toutes les batailles. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas créer une organisation qui va porter cette vision et la traduire en actions concrètes? Parce que là, les gens vont me dire, c'est bien, c'est des idées, on a toujours écrit des livres, mais là maintenant il s'agit vraiment d'ancrer notre conviction comme quoi l'éducation est la mère de toutes les batailles dans le réel, notamment en donnant des bourses à des enfants. C'est notre créneau majeur comme ça, c'est octroyer des bourses scolaires à des enfants qui travaillent bien, mais qui, parce que les parents n'ont pas beaucoup de moyens, risquent d'abandonner l'école au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Les chiffres montrent justement qu'il y a un décrochage scolaire, il y a une déperdition en fait scolaire. Lorsque vous regardez les taux, lorsque vous quittez par exemple du primaire jusqu'au secondaire, du secondaire à l'université, il y a beaucoup de décrochage au fur et à mesure. Ouais. Une des raisons principales, c'est la pauvreté des ménages. Le papa, il n'a pas l'argent, maman n'a pas l'argent. Et donc l'enfant, même s'il travaille bien, malheureusement, il abandonne l'école. Ce qui est un drame pour la famille, un drame pour la nation, parce que cet enfant, il aurait pu être un Albert Einstein qui allait inventer des choses extraordinaires pour l'Afrique. Et donc notre mission, c'est
de donner des bourses à ces enfants. Et le cas est encore plus prégnant, ou en tout cas plus réel, concernant la scolarisation des filles aussi. Tout à fait. Et nous allons en tenir compte dans l'ONG. D'ailleurs, quand vous prenez la question de la femme, c'est une question que j'aborde beaucoup dans le livre parce que quasiment sur tous les aspects, il y a les métriques d'ensemble. Mais quand vous allez creuser dans la métrique, vous allez vous rendre compte que les hommes sont encore mieux positionnés que les femmes, que ce soit sur les questions du numérique, les questions d'éducation, etc. Partout, à travers le monde. Voilà, quasiment. Quand vous prenez dans les sphères de prise de décision, etc. Donc, les femmes sont un peu en recul sur pas mal de questions. Et donc, comment nous allons en tenir compte dans l'ONG, c'est que 50% des bourses seront pour les garçons et 50% pour les filles. Parce que nous croyons fondamentalement que l'émancipation de la femme ou l'amélioration des conditions de la femme viendra de l'éducation d'abord. Alors, chaque exemplaire de votre livre acheté 5 € sont affectés à l'achat de manuels scolaires. C'est important aussi de poser des actes, c'est bien de parler, c'est bien de faire des manifestes ou en tout cas de porter au vu et au su de tous les réalités, mais c'est important également d'être concret dans ses actions. Tout à fait. Le livre permet d'agir dans le débat public, de mettre en lumière les problèmes dans le débat public. Et à côté maintenant, à mon échelle, j'essaie d'agir. Et agir, pour moi, déjà, c'était à travers cette action symbolique-là, de prendre 5 € sur chaque livre vendu pour acheter des manuels scolaires. Parce que pour moi, l'éducation, c'est la lumière. L'éducation, c'est ce qu'il faut pour développer l'Afrique. Et donc, si je peux y contribuer, notamment à travers les recettes du livre, pour moi, c'est déjà un premier pas. En attendant donc de multiplier cet effet par les autres organisations et les autres personnes qui vont nous rejoindre au sein du réseau donc, de l'ONG Afrique et Savoir pour mener des actions de plus grande envergure. Vous parlez au futur, vous en êtes où en fait dans la Alors, nous sommes dans le processus de création. Là, donc, les membres fondateurs sont en train de se former et le lancement officiel est prévu pour le mois d'octobre. D'accord. Dans un avenir très proche. Très proche. Les priorités de l'Afrique n'est pas votre premier livre. Vous avez également publié Succès, 3 clés à connaître, c'était en 2015. Mes pensées et convictions en 2019 et le grand livre de la diaspora burkinabé en 2021. Comment ces ouvrages s'articulent-ils dans votre parcours d'écrivain? Parlez-nous un petit peu de cette bibliographie, on va dire, qui, en tout cas, c'est vrai que les sujets se rejoignent, on voit bien. Parlez-nous un petit peu de tous ces ouvrages. Alors, si je vais remonter un peu dans l'historique, j'ai commencé par un livre de développement personnel. Le Succès 3 clés à connaître, c'est un livre de développement personnel. Parce qu'à l'époque, je discutais beaucoup avec le docteur Moubarak Zouré des questions de comment réussir. Et on a beaucoup débattu sur ça et la discussion est née. Beaucoup de matière, beaucoup de contenu. Et je me suis dit, pourquoi ne pas consigner cela dans un livre? Et donc, c'est un livre qui parle vraiment de la productivité, comment être efficace. Et il est surtout en fait en direction des jeunes qui ont entre 15 et 25 ans. 15 et 25 ans parce que c'est une étape où le jeune, en fait, il est en train de construire sa personnalité est en train de se consolider. Et donc, à travers ce livre, moi, je leur montre déjà comment développer une vision pour sa vie, comment se fixer des objectifs, comment cultiver des valeurs, parce que le succès repose d'abord sur des valeurs telles que l'intégrité, être discipliné, être organisé, être ambitieux. Donc, c'est pas mal de valeurs comme ça que j'inculque aux jeunes de 15 à 25 ans à travers ce premier livre. Alors ensuite, le deuxième, c'est Mes pensées et convictions que j'ai publié en 2019 qui entre en lien donc avec mon engagement citoyen puisque c'est vraiment un livre axé sur comment le citoyen peut contribuer à faire changer les choses dans son pays. Voilà, vous l'aurez compris, moi je ne mise pas sur les gouvernants, je mise sur le peuple, je mise sur les citoyens. Si les citoyens se lèvent, ils finiront par faire avancer les choses. Et le troisième livre, c'est plutôt un livre collectif, c'est pas un livre personnel, mais c'est un livre collectif. J'ai été simplement le chef de projet qui a coordonné donc la publication du livre, qui est le grand livre de la diaspora burkinabé. En gros, c'est une compilation de témoignages de burkinabés vivant en France, aux États-Unis, au Canada, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc. Voilà, qui relatent un peu leurs expériences sociales, culturelles et professionnelles. On a compilé tous ces témoignages, on en a fait un livre pour montrer que voilà, la diaspora, donc, elle vit des choses intéressantes ailleurs, elle partage ces choses avec ceux qui sont restés au Burkina, et aussi la diaspora véhicule les valeurs burkinabées à l'étranger. La diaspora, pour aller au-delà de votre propos, est un lien, un cordon, l'intermédiaire entre l'Afrique et le reste du monde. C'est ce que vous dites dans cet ouvrage. Quel rôle, justement, peut jouer cette diaspora dans la mise en œuvre des priorités que vous avez identifiées pour l'Afrique? Une diaspora qui se sent, je ne sais pas si vous avez le même regard que moi, un peu écartée des politiques de leur pays d'origine. Oui, c'est vrai que l'implication de la diaspora donc, est souvent difficile pour plusieurs raisons. Déjà, donc, puisqu'en Afrique, là-bas,
déjà au sein des ministères, il y a déjà pas mal de contraintes, pas mal de problématiques internes. Et quand on vient rajouter donc des éléments concernant la diaspora, ça complexifie encore davantage le problème. Mais ce que je veux Alors dire... que la diaspora contribue quand même tout à fait, oui, déjà, largement au développement de... Absolument, absolument. de Rien pays. que sur le plan financier, les envois donc, que nous faisons, ça dépasse de loin l'aide publique au développement. L'aide ça permet alimentaire, de scolariser des enfants, de soigner une grand-mère et d'aider donc un papa qui est dans des difficultés. Et les investissements immobiliers aussi? Investissement immobilier, effectivement, les entreprises que nous créons sur place, les formations, puisqu'il y a vraiment des transferts de connaissances. Lorsqu'on rentre régulièrement pour des séjours, on donne des formations à des jeunes, etc., etc. Donc, nous sommes un vivier de compétences également qui sert l'Afrique. Également, nous sommes une force d'innovation, parce que je le disais, en fait, nous avons été dans des environnements différents. Ouais. Donc, nous avons été au contact de différentes technologies, de différentes façons de faire. Et tout ça a enrichi notre vision du monde. Et demain, quand on va en Afrique, on peut leur proposer des éléments pour améliorer ce qui se fait déjà sur place. Mais en gros, ce que la diaspora peut faire, selon la vision que j'ai explicitée dans le livre, c'est promouvoir l'éducation. Ouais. Voilà. La diaspora le fait déjà, chacun de nous scolarise un cousin, une cousine, un neveu, une nièce. Voilà, c'est ça. Mais ce qu'on peut faire, c'est vraiment se mettre ensemble maintenant pour avoir des projets structurants. Ouais. C'est bien d'aider sa cousine, sa nièce, mais si on se met ensemble, je pense qu'on peut mieux faire. C'est la raison pour laquelle nous créons l'ONG Afrique et Savoir, qui va réunir non seulement la diaspora, les Africains de l'Afrique, mais aussi ce que j'appelle les amis de l'Afrique. Les amis de l'Afrique, ce sont des Français, des Américains, des Asiatiques qui s'intéressent aux problématiques africaines qui vont nous rejoindre aussi. Donc bref, la diaspora peut nous rejoindre au sein du réseau pour promouvoir l'éducation à plus grande échelle qu'on ne le fait de façon personnelle en scolarisant donc, une nièce ou un neveu. Et à côté de cela, la diaspora également peut promouvoir les filières scientifiques. Si vous avez un neveu, une nièce, parlez-lui des filières scientifiques parce que c'est l'avenir. L'Observatoire des Nations Unies montre que d'ici donc 2050, 75% des emplois seront scientifiques ou technique. Et donc, ça, c'est une donnée majeure. Et enfin, la diaspora également peut agir dans le créneau de la bonne gouvernance. Voilà, nous devons participer au débat public, apporter des idées, exiger la transparence, exiger la reddition des comptes, exiger la responsabilité de la part de nos gouvernants. Alors, on a dit beaucoup de choses. Où est-ce que nos auditeurs peuvent vous retrouver pour rejoindre le mouvement, le réseau ONG, Réseau Afrique et Savoir? Si on veut également se procurer votre livre, Les priorités de l'Afrique, ou suivre vos actualités, où est-ce qu'on va? Alors, vu que j'ai beaucoup de messages à porter, je suis très actif sur les réseaux en effet, donc vous pouvez me retrouver sur Facebook déjà, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, vous tapez juste mon nom et voilà, vous pouvez me suivre mes activités là-dessus. Et à partir de nos échanges, je peux donc vous connecter au sein du réseau donc Afrique et Savoir. Et à côté de cela, donc pour ce qui concerne le livre, vous pouvez le trouver sur Amazon, vous tapez juste Les priorités de l'Afrique. Le livre, il est disponible sur Amazon et je vous le recommande vivement parce que c'est un livre qui va ouvrir vos yeux sur pas mal de points qui ne sont pas mis en lumière dans l'actualité, mais qui sont pourtant déterminants pour le développement de l'Afrique. Un livre, le 4e d'Alfred Sawadogo, pour vos recherches sur Internet. Alors, comment vous avez envie de conclure cette entrevue? On a dit énormément de choses. Quelle serait la synthèse selon vous? Alors, la synthèse pour moi, c'est d'inviter chacun de nous à agir. Soyons ce que j'appelle les citoyens exigeants. Il est important pour chacun de nous de comprendre que rien ne va bouger si on ne s'implique pas. Rien ne va s'améliorer si on ne met pas la main à la pâte. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque citoyen doit être conscient que la citoyenneté est un pouvoir, la citoyenneté est une puissance. La citoyenneté, c'est être en position, être en capacité de demander des comptes aux dirigeants. La citoyenneté, c'est ne pas être un sujet, ne pas subir simplement les effets de la gouvernance. S'il y a mal-gouvernance, nous devons être à même de nous organiser, que ce soit à travers des associations, à travers des syndicats, à travers des think tanks et même des partis politiques pour justement remédier à cette mal-gouvernance. Parce que le problème fondamental de l'Afrique, je ne vais pas passer par 4 chemins pour le dire, c'est la mal-gouvernance. Si nous arrivons à contraindre les dirigeants à aller vers la bonne gouvernance, je vous assure qu'en 10 ans, 20 ans, nous allons connaître des progrès significatifs. Donc, j'appelle chacun de nous à s'engager. Si on n'est pas encore engagé, engageons-nous, mais l'engagement doit être nourri par l'information. Je termine par là parce qu'il y a pas mal d'aventuriers aussi désormais qui se mettent en scène sur les réseaux sociaux. Oui, permettez-moi l'expression, qui se mettent en scène sur les réseaux sociaux et qui font en fait du marchandage, qui prennent des soutiens à gauche, à droite, juste pour avoir de l'argent et qui
qui prétendent défendre un idéal africain et qui mettent justement de fausses idées dans la tête des jeunes. Aujourd'hui, quand vous prenez le mot souveraineté, par exemple, voilà, les gens prononcent le mot souveraineté pour berner les jeunes avec du populisme. Non, ce n'est pas ça la souveraineté. La souveraineté, c'est la puissance technologique. Quand on est puissant technologiquement, on est souverain. La souveraineté, c'est pas crier, décréter, vociférer. Non, c'est pas ça. Donc, c'est un exemple très concret pour montrer que l'engagement doit être nourri par l'information. Donc, n'écoutez pas juste les gens qui vous vendent des choses sur les réseaux sociaux. Allez lire, par exemple, mon livre ou d'autres livres. Allez écouter, voilà, des gens qui savent de quoi ils parlent et qui parlent avec des chiffres, qui parlent avec des preuves, plutôt juste que des gens qui vont vous vendre du vent et vous amener donc dans des actions qui ne sont pas constructives pour le continent. En tout cas, belle conclusion, Alfred Sawadogo. Je vous remercie énormément pour cet apport dans cette émission, cette entrevue passionnante, très éclairante à travers ce livre, 4e, les priorités de l'Afrique, éducation, technosciences et bonne gouvernance. Merci de nous avoir apporté ces pistes de réflexion. On vous souhaite beaucoup de succès pour la suite de votre carrière et notamment le réseau Afrique et Savoir. Ça se passe sur Internet à présent. À bientôt. Merci. Merci d'être venu. Le prochain sujet, événement cinématographique qui s'est tenu au cœur de Paris, rediffusion donc de ce moment intime, de ce moment riche en échanges. C'est un événement qui a eu lieu dimanche dernier au cinéma Saint-André-des-Arts dans le 6e. La projection du film Nina Torres, réalisé par la talentueuse Kadi Touré de la Côte d'Ivoire. Nos envoyés spéciaux, Lamine Guirassi et Moulagui, ont capturé les images de ce moment fort autour de ce film qui parle d'un sujet donc dans l'air du temps. Vous l'aurez compris, ce que l'on voit et que l'on montre sur Internet, les réseaux sociaux, est-il le reflet de la réalité ou un miroir aux alouettes? Donc on va clôturer cette semaine avec cette rediffusion puisqu'on devait recevoir un invité musical qui malheureusement n'a pas pu faire le déplacement. Donc on vous laisse avec ce sujet. Nina Torres, disponible dans toutes les salles dans 13 pays d'Afrique. C'est sur le réseau Pathé Afrique. Allez, on regarde le sujet. Bonjour Aïssa, effectivement, évidemment, nous sommes à la première de Nina Torres, ici à Paris. On essaye de comprendre le personnage, on a dit un personnage nuancé, avec l'actrice principale, pourquoi pas la réalisatrice elle-même. Nous allons la voir sur ce plateau pour essayer de comprendre, percer le mystère, si j'ai envie de dire. Encore une fois, merci de nous rejoindre sur Espace TV Europe, les matins d'Aïssa, pour décortiquer évidemment Nina Torres, comme de jamais. Je vous remercie vraiment aux médias. C'est un grand honneur pour moi de promouvoir le film Nina Torres à Paris pour la projection de la première avant-première de Kadi, Marabout Chéri. C'était toujours avec moi qu'elle avait travaillé. Donc, c'est une relation de longue durée. Donc, quand le film Nina Torres est sorti, elle m'a encore contacté. C'est comme ça qu'on a échangé et c'est comme ça que ça arrive sur Paris. Avec Nina Torres, on découvre un autre niveau du jeu d'acteur de Nina Torres, de Kadi Touré. Bon, chaque spectateur saura intimement comment le film va lui parler. Mais le plus important, c'est de créer cet esprit de convivialité, de rencontre et d'échange. Maintenant, le message, chacun va intimement interpréter le message. Elle inspire déjà de par son parcours. C'est quand même un exemple de par son parcours. C'est une femme de qualité, que ce soit au niveau du journalisme, en tant qu'entrepreneuse, en tant qu'écrivain, en tant qu'actrice productrice. Et on a besoin de personnages comme Kadi Touré pour la jeunesse aussi. Pour la jeunesse, on a besoin des figures comme elle pour essayer on a besoin de ce style de personnage pour encourager les autres jeunes. C'est une référence, un modèle pour les jeunes, pour la jeunesse à venir. Déjà, Kadi Touré, c'est une dame que j'apprécie. Parce que quand je la vois, je me vois moi, bosseuse. C'est surtout ça qui m'impressionne chez elle. Et de deux, j'aime bien ses jeux de scène. C'est une très bonne actrice, une grande actrice. Et puis, la dernière fois, Marabout Chéri, j'étais là. Aujourd'hui, Nina Torres, je ne pouvais pas louper. Du coup, j'ai mobilisé plus de 6 personnes. Et nous sommes venus, il y en a une qui m'attend là-bas, il y a 3 qui arrivent. Parce que Kadi, c'est ma personne. Voilà. Elle ne me connaît pas, c'est vrai, mais c'est ma personne. Quand je vois Kadi, je me vois moi. Parce que je suis comme Kadi. Mais sauf qu'on n'exerce pas dans le même domaine. Alors moi, je suis servante de Dieu.
Donc je la vois, c'est pareil, c'est comme ça, je me donne à fond dans l'œuvre de Dieu et tout, quelles que soient les attaques, je ne m'en occupe pas. J'ai un objectif, je fonce droit. Et c'est une dame comme ça, raison pour laquelle je me suis déplacée et je ne pouvais pas rater ce moment. Bonne séance. Merci. Kadi Touré, bisous ma grande. Bonsoir tout le monde. Ça peut aller. Alors, moi, c'est Massaran Bamba. Et aujourd'hui, on va passer une super belle soirée ensemble, dans un moment de convivialité. Voilà, on va être cool ensemble ici parce que c'est une nouvelle sortie de film. Le film Nina Torres de Kadi Touré. La soirée, comment est-ce qu'elle va se passer? Avant que la projection ne commence, bien évidemment, Kadi sera parmi nous ici. Elle va nous parler un tout petit peu du film, genre le synopsis, qu'est-ce qui a inspiré le film, etc. Ensuite, il va y avoir la projection. Après la projection, il y aura une petite série de questions-réponses. Donc voilà, regardez le film, soyez attentifs. Et c'est à partir de ce moment-là que vous pourrez poser des questions à Kadi. Comment est-ce que vous avez su que le film est projeté ici? Bonsoir, donc moi c'est par rapport à la newsletter du cinéma. Et puis je suis déjà venue, il y avait une projection avec Sabrina Onana il y a quelques mois. Et surtout aussi parce que je suis beaucoup Kadi Touré. Okay. Et voilà, je voulais découvrir son film. Ok, merci beaucoup. Bonsoir, moi c'est Matenji Santia. En fait, j'ai vu sur la page de Kadi Touré qu'il y avait la projection du film Nina Torres. Et comme j'avais déjà regardé Marabout Chéri, qui m'a vraiment captivée, donc je me suis dit pourquoi pas ne pas participer encore à celle-là. Burkina Faso, voilà. On applaudit aussi pour le Burkina Faso, s'il vous plaît. Moi, je m'appelle Cantiono Adèle. Voilà, j'ai l'habitude de venir ici. J'étais venue voir Madame l'ambassadrice. Okay. Je suis venue voir... je suis noire et je suis belle. Sabrina Onana. Voilà. Et donc, du coup, là, j'ai reçu un mail pour dire que, voilà, il y avait Nina Torres. Et comme je suis fan de Kadi Touré, je la regarde sur les femmes, sur la NCI. Voilà. Donc, du coup, j'ai pris mon billet. Voilà. Okay. Je suis le film à travers ma femme, en fait, qui suit beaucoup Kadi Touré. Et je pense qu'il lit beaucoup aussi son livre qu'il a sorti. Donc c'est à travers ça que je le suis. Voilà. Et c'est pour ça que je suis là. Ok. Merci beaucoup. Togolaise. Oui. Et Kadi Touré, c'est une femme que je suis de très près, un modèle que j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai vu la projection du film sur sa page Instagram. Et j'ai voulu venir voir le film. Moi, j'ai découvert le film grâce à elle. Et du coup, c'est un suspect, je ne sais pas du tout, je m'attends à quel genre de film. Donc j'ai hâte de découvrir. Kadi sera là, il y aura la série de questions-réponses. Mais juste que voilà, là, le film, on doit commencer la projection. Merci beaucoup à vous et très très bonne projection. À plus tard. Merci. Je suis prête. Ok, lancement de l'émission Nina Torres dans 3, 2, 1. Là, c'est pas 3. Après Abidjan, nous sommes entre guillemets les privilégiés. On reçoit Nina Torres à Paris et bien sûr avec l'actrice principale et productrice. Ça s'applaudit. Bonsoir. Comment allez-vous? Ah, je suis contente de vous retrouver ce soir. Comment c'était la projection? Vous m'avez bien braisé ici. Je suis habituée, c'est pour ça que j'aime pas assister aux projections en fait. Parce que quand je suis là à la messe, j'ai envie de rentrer dessus la terre. Parce que ce que j'entends,
Alors, je vais prendre 2-3 questions et je vais parler un peu de l'historique de Nina Torres pour qu'on puisse un peu situer et puis comprendre l'idée derrière ce film-là. Et puis, ça me fait plaisir d'être à Paris parce que, comme je l'ai dit dans la salle d'à côté, parce qu'il y a une projection là-bas, je disais qu'aujourd'hui, c'est devenu ma signature. Quand il y a un film qui sort, on ne veut pas que la diaspora soit lésée. En même temps qu'on a réussi à faire en sorte que les films soient projetés simultanément dans tous les pays de l'Afrique francophone, il faut aussi qu'on fasse en sorte que la diaspora ait accès à nos films. C'est pas parce que vous êtes derrière l'eau que vous n'allez pas voir ce qui se passe. Exactement. Et voilà, et après on va essayer d'étendre au fur et à mesure parce que j'ai aussi des retours de tous les autres, Marseille, Bordeaux et tout ça, on verra. Mais je suppose que vous avez déjà suivi Marabout Chéri, c'est peut-être pour ça. Ben voilà, c'est le même public. Donc il faut vraiment qu'on arrive à faire cette communauté forte là pour que, de cinéphiles, pour que chaque fois qu'il y a des productions, que ce soit les miennes ou d'autres producteurs, qu'on puisse aussi se dire, on a des films qui sortent officiellement en France et tout. D'accord ? Merci beaucoup à M. Guirassi qui est là. C'est le DG d'une chaîne de télé Espace TV en Guinée, qui supporte aussi, qui soutient beaucoup le cinéma depuis Marabout Chéri. Un monsieur que j'ai jamais rencontré de ma vie, c'est la première fois que je le vois. Mais chaque fois que je fais un film, il me dit qu'Adi, envoie ta bande-annonce, on met en Guinée. Envoie ta bande-annonce. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. La personne qui encourage et qui soutient surtout. Et là, pour la première fois, on est à Paris, je lui ai dit, il faut que tu vois. Et c'est de ça qu'on a besoin, ce genre de soutien. Alors, on n'a pas besoin de se rencontrer, de se connaître pour se soutenir. Merci beaucoup, monsieur Guirassi. Alors, je vais prendre deux, trois questions. Il y a beaucoup de questions. Yeah. Elle a levé la main en premier, donc... D'accord, très bien. On va faire avec... Oui. Bonjour Cathy. Oui, bonjour. Très heureuse de revenir une deuxième fois. J'étais à la première de Marabout Chéri. Oui. Et je suis très fan, je te suis beaucoup. Merci. Et j'avais une question, d'où est venue l'idée de Nina Torres? Ok, très bien. Alors l'idée de Nina Torres, je me suis inspirée de tout ce qui est autour de moi. Je suis moi-même personne de médias, je suis leader d'opinion et je vois un peu le monde dans lequel on évolue. On est dans une société tellement connectée qu'on est déconnecté de nous-mêmes en réalité. On paraît plus qu'on est. Voilà. Ce qui est important aujourd'hui, c'est l'apparence. Comment elle est, qu'est-ce qu'elle roule, où elle va, qu'est-ce qu'elle porte comme bijoux. Au point où on ne sait même pas la vie des gens. Et nous, en tant que personnes publiques, souvent, les gens attendent beaucoup de nous. Et nous aussi, en tant que personnes publiques, on se mêle de la vie des autres. Moi, je me suis dit, il faut qu'on fasse un film sur notre société, tout simplement. Voilà. Merci pour la qualité de la production. Merci. D'être déplacé parce que c'est pas évident. Pourquoi Nina Torres? Je pense que c'est une question qui brûle plein de lèvres. Ça a vraiment une connotation, mais vraiment dans le sobriquet. Pourquoi être parti sur cette orientation-là? Première question. Et deuxième question, dans le rapport justement à Rosette Kanga, qui a écrit, je crois, le script. Comment vous vous rencontrez? D'où ça part effectivement cette collaboration entre vous? Et encore une fois, merci pour la qualité de ce beau film. Très bien, merci. Moi, je suis vraiment dans tout ce qui est inspiration. J'avoue que j'avais écrit un autre film. J'avais pour la confidence, j'avais écrit un film sur les cougars, sur d'autres choses. Ouais, ma tête a 1000 à l'heure. Et puis un jour comme ça, je sais pas, tout s'est effacé dans ma tête. Je me suis levée, j'ai dit, on efface tout, on fait ce qui se passe sur le numérique aujourd'hui, tout simplement. Et le nom est venu Nina Torres. Alors c'est court, ça vend, c'est vendeur, voilà. Et en marketing, on sait, moi je suis dans le marketing. Tu peux pas appeler un nom, je sais pas moi, Koulibaly, Marguerite, enfin. Et c'est pour ça que justement Nina, elle se fait appeler Nina alors qu'elle est Koulibaly, Marguerite, tellement même elle n'assume pas son nom. Tu vois? Mais en fait, c'est ça. Nous, on est dans le marketing. Donc, un nom qui est accrocheur, qui est court, qu'on retient facilement. C'est comme ça. C'est comme Marabout Chéri. On me demande toujours pourquoi Marabout Chéri. Mais je sais pas, moi. Tu sais, nous, les producteurs, c'est comme les chanteurs. Ça vient un coup. Et quand ça vient, tu prends. Donc, ça, c'est la première des choses. Rosette Kanga, comment je l'ai rencontrée? Alors, je pense que c'est une jeune fille qui écrivait. C'est ce qu'on m'a dit. Et puis, il y a des moments où j'ai envie d'avoir d'autres histoires, d'autres personnes pour écrire. Parce que je suis en train d'écrire une série et j'ai plus trop le temps d'écrire. Donc, je voulais des personnes qui sortent fraîchement de l'école et tout. Et on me l'a présenté, une de mes assistantes, Malika, elle m'a dit elles ont fait la même école, ISTC, et que ce serait bien qu'elle ait une belle plume. Je dis, bon, envoie-moi ce qu'elle a écrit. Quand j'ai lu les 2 premières phrases, je dis, très bien, je vais la rencontrer. Et quand elle est venue, voilà, on a travaillé ensemble. Mais j'avoue que je l'ai beaucoup fatiguée parce que moi, je peux me lever aujourd'hui et puis j'efface tout, je reprends et tout. C'est comme ça avec moi. Mais elle est vraiment très bien. On écrit en ce moment une autre série.
Et je fais même un appel à projet pour les prochains longs métrages, parce que je veux d'autres idées. Tu vois, je ne peux pas toujours avoir celle qui a l'idée. Il faut de la diversité et tout ça. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Rosette. Ma question, en fait, c'est par rapport... Est-ce qu'il y aurait ce film, en fait, sur des plateformes en streaming, voilà, pour que les personnes qui n'ont pas eu la chance de visualiser ce film puissent voir après? Qu'après toute l'exploitation au cinéma, il y aura les chaînes de télé qui vont l'acheter, et ensuite les plateformes VOD. En fait, il y a vraiment une chaîne à respecter, en fait. Voilà, donc ça va prendre le temps que ça va prendre, mais au final, effectivement, ça doit atterrir sur des streamings. Alors, Marabout Chéri n'est pas encore sur les streams, mais c'est sur MyCanal. Parce que Canal était le coproducteur. Donc, c'est sur leur plateforme MyCanal. Voilà. Ensuite, j'avais vu elle qui avait beaucoup de questions. OK. Alors, bonsoir, Kadi. Bonsoir. Alors, moi, je n'ai pas de questions, c'est plutôt des encouragements. Merci. Des encouragements très, très sincères. Moi, je suis dans le domaine de la communication, essentiellement politique. Donc, j'ai un autre regard, voilà, par rapport à ce film-là. C'est qu'il y a une sorte de bataille culturelle qui se joue, même dans le 7e A. Je ne vous apprends rien, c'est votre métier et tout. Le fait de dire qu'en Afrique, on est capable de penser des scénarios, d'écrire des scénarios et justement de les faire vendre. Et moi, je pense qu'il y a déjà cet élément qui est déjà à saluer. Voilà, dit qu'il y a une équipe qui pense, qui peut produire quelque chose. Deuxièmement, pourquoi mes encouragements? Parce que c'est un film qui interroge la question même de la santé mentale, la question de l'image, la question de comment est-ce qu'on se voit à travers le miroir des réseaux sociaux, la question de notre propre identité personnelle et intime. On va dire influencé beaucoup par tout ce qu'ils voient. C'est bien, il y a du positif comme il y a du négatif. Mais sauf que comment est-ce qu'on arrive à interroger tout ce qu'on voit qui vient tout ce qui vient des réseaux sociaux et des médias sociaux. Donc moi je dis bravo, beaucoup de courage pour la suite. Et continuer de produire et continuer effectivement de promouvoir le 7e A, principalement ivoirien à l'international. Bravo. Merci, vraiment. Effectivement, il a presque tout dit en fait, parce que c'est vrai que nous, en écrivant, on pense à quelque chose. Tu te dis, on veut mettre la caméra cette fois-ci sur ceux qui parlent, tu vois. Parce que c'est vrai, quand tu as la caméra, tu peux dire des choses, mais si la caméra était retournée vers vous et vos squelettes dans le placard. Ça, c'est la première idée qu'on a eue. Mais depuis que le film est sorti, il y a eu tellement de personnes qui ont sorti même, qui ont eu d'autres lectures tellement profondes que moi, souvent, ça me dépasse. Moi, j'ai ma sœur qui est magistrat. Quand elle a vu le film, elle a dit, mais Nina n'est pas une menteuse. Nina, c'est une victime de la société. Parce que c'est la pression de la société sur les femmes qui fait qu'elle est obligée de mentir pour exister. En fait, tu vois, donc il y a tellement de lectures, et c'est ça aussi le cinéma. Nous, on donne quelque chose, parce que vraiment, le cinéma est toujours divin. On a vu aux États-Unis des films qui prédisent des présidents américains, qui prédisent des catastrophes. C'est ça, en vérité, le cinéma. Donc, on a une première idée, mais c'est à vous, justement, de savoir déceler tout ce qui est autre message caché. Et ça, merci beaucoup. Tu as tout dit. Et je suis aussi les femmes d'ici, donc je vous écoute énormément et il y a des bonnes idées qui sortent. Et ceux-là, je les applique et toutes les inspirations que j'ai envers vous et tout ce que vous dites, franchement, ça inspire. Vous êtes inspirante. Et également, j'ai acheté aussi votre livre l'année dernière. Ah, merci. Et je souhaiterais que vous la dédicaciez. Avec plaisir. Et rajouter aussi, ma question, elle est que j'ai créé mon entreprise l'année dernière. Donc, j'ai une question à vous poser juste par rapport aux décisions que vous prenez, par exemple, quand vous écrivez votre scénario. Quelle est la décision que vous prenez et au final, vous vous dites, ça, c'est la bonne décision. Ça, c'est ce film que je dois produire. Donc, j'aimerais bien que vous me guidez à ce niveau-là. Parce que moi aussi, j'ai plein de décisions à prendre, mais je ne sais pas si elles sont bonnes ou pas. Merci pour votre réponse. Alors, effectivement, ça, c'est une grosse question. J'ai mon éducation qui m'a permis de développer ma spiritualité. Et ça fait que j'entends ce qu'on doit me dire, ce que je dois faire. Quand je suis seule, je sais ce qui doit se faire. Là, par exemple, pour faire une confidence, on est sur un film avec un acteur. Et tout le monde a dit, oui, telle personne, telle personne, telle personne. Mais c'est aujourd'hui, quand j'étais dans ma chambre, seule, en train d'être là, que le nom du vrai acteur est venu. Je ne vais pas vous dire, mais le nom du vrai acteur est venu. Et elle vous dit quoi? Elle vous dit rien. Elle vous dit rien. Mais, effectivement, cet acteur, il est dur. Mais je dis, je vais le dompter parce que Dieu, si tu veux que ce soit lui, ça sera lui.
Donc, en fait, j'ai vraiment cette capacité. C'est pour ça que les gens vont trouver que travailler avec Kadi, souvent, demain peut changer d'avis. Parce que quand je prends le temps d'être seule, et donc je prends le temps de reconnaître c'est quoi la vraie décision, la vraie voie. Je regarde, voilà, quand je rêve, quand il y a une situation, rien n'est au hasard pour moi. S'il y a quelque chose, il y a une rencontre, il y a un mot qui revient plusieurs fois. Tu vois, souvent, il y a des choses, tu es dessus, et puis un coup, tu prends ton téléphone, tu vois que quelqu'un a dit ça. En fait, tu vois, il faut vraiment apprendre à écouter la nature, à écouter Dieu et à s'écouter soi-même. Malheureusement, on est dans une société où il y a trop de bruit autour qu'on n'écoute rien. Et tout le monde pense te connaître mieux que toi. Alors que non, ce qui réussit à autrui peut ne pas te réussir. Donc, il faut vraiment t'écouter parce que c'est en t'écoutant que même quand ça sera dur, tu auras la force de continuer. Parce que personne ne doit imposer quoi que ce soit. Ouais. Et Juliette qui est dessus là. Sinon, les Koulibaly, c'est mes chouchous. En fait, il fallait prendre un nom. Ah, voilà, voilà. En vérité, moi, mais c'est que Koulibaly n'est pas joli, mais ici, de mon EF, sinon, nous, on est tourés. Sinon, nous, on est tourés, on sait. Non, mais franchement, j'ai juste pris un nom, j'ai fait une combinaison comme ça, vraiment. On n'a pas besoin de vivre des choses pour faire un projet. On n'a pas besoin de vivre. Comme je le dis, tu ouvres les yeux. C'est tout. Je suis dans le milieu, j'ai commencé le cinéma en 2007. En tant qu'actrice, j'ai près de 18 films. En tant que productrice, c'est mon 4e. Je suis présentatrice télé depuis 5 ans. Je suis dans les médias. J'ai grandi dans les médias. J'ai grandi sous les projecteurs. Tout le monde m'a vu mes débuts, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tu connais le milieu. Tu sais comment ça se passe. Tu n'as pas besoin de vivre quelque chose. Au contraire, tu vois, tu es souvent rébellé par certaines choses. Tu es souvent rébellé. Et le truc, c'est que plus tu avances, plus tu gagnes en maturité, plus il y a certaines choses que tu es obligé de dénoncer. La seule chose qui peut avoir une ressemblance avec Kadi dans ce film, c'est le fait qu'elle est animatrice. En-delà de ça, il n'y a absolument rien que j'ai eu à vivre ou même que... Et les garçons, c'est ma scénariste qui dit de mettre, parce que je suis habituée aux garçons, que comme j'ai pas de fille, donc... Non. En fait, je pense que, je sais pas si c'est culturel, mais les gens ont toujours tendance à penser que quand on fait un film, c'est parce que genre, il y a une similitude avec nous. Non. Tu vas jamais voir un acteur de cinéma qui va représenter sa vraie vie au cinéma. Non. Même quand, ça n'existe pas. Même quand la personne veut faire sa vie, il va prendre un autre acteur pour jouer. Personne ne va faire sa vie au cinéma. Vous là, vous savez me faire parler. Je n'ai pas dit. Et merci à Béranger de Viens en salle, parce que c'est lui vraiment, quand je dois faire sortir des films, qui est là. On a commencé avec Marabout Chéri. Béranger, je parle de toi ici. Hein. Donc, je pense que c'est vraiment... Moi, je ne change pas une équipe qui gagne. Il y a des gens qui travaillent avec moi depuis de longues années. On a très bien fait Marabout Chéri ensemble. On a fait Nina ensemble. Donc, je pense que mon prochain, on le fera ensemble. Donc, pour vraiment faire partie de cette communauté-là, où chaque fois que Kadi a un film, ça sort, bah, ce serait bien que vous vous abonnez à Béranger. À Viens en salle. Viens en salle. C'est promouvoir le cinéma africain sur Instagram. Je t'en prie. Merci, Béranger. Alors je pense que Nina Torres va se retrouver dans une frange, dans une catégorie de femmes en Afrique. Ouais. Ces femmes sur qui on exerce une grosse pression. Une pression par exemple de se marier forcément, ouais. Une pression d'être toujours bien mise, bien belle, une pression, elle vit des violences, hein, elle vit des violences basées sur le genre, donc ouais. Les femmes qu'on tape, mais qui ne partent pas. Ouais. Donc en fait Nina Torres c'est un peu, je dirais pas toutes les femmes, mais quand même une frange de la population. Une frange de la population. En Afrique de l'Ouest? En Afrique de l'Ouest et partout. Ouais. Alors, quelle partie de vous-même avez-vous insufflé dans le personnage de Nina? Alors, comme je le dis, Nina et Kadi Touré sont deux personnes diamétralement opposées. Okay. Peut-être la seule chose qui va sembler ressemblant, c'est le fait que Kadi soit aussi animatrice et Nina animatrice. Point. À part ça, rien d'autre. À travers ce film, quel message souhaiterais-tu transmettre sur la place de la femme dans la société? Je pense qu'effectivement, la femme porte la société. On voit une Nina qui est adulée, qui est aimée, qui est respectée, en apparence, même si elle cache des choses. Pour dire que la femme supporte beaucoup de choses. Nina supporte des choses, mais en apparence, elle fait comme si tout va bien, premièrement. Deuxièmement, dans le monde du numérique, on est tellement connecté qu'on se déconnecte de nous-mêmes. Nina s'est déconnectée d'elle-même. Nina n'existe plus, elle n'existe que pour faire plaisir aux gens. Mais au fond, elle est complexée, elle est mal, elle est triste. Deuxième des choses. Troisième des choses, malheureusement, l'amour du scandale. Vous voyez, Nina Torres, comment les gens aiment le scandale. Quand une personne est déchue, hein,
la descente d'une personne est plus savoureuse apparemment que son ascension. Les gens aiment ça malheureusement sur le numérique, il faut faire attention. Ensuite, qu'est-ce qu'on consomme? Qu'est-ce qu'on consomme? Aujourd'hui, Nina Torres, je ne vais pas spoiler, mais ce sont les mots de Nina qui ont eu un tel impact dans la vie de quelqu'un, ça s'est retourné contre elle. Donc c'est pas parce qu'on a un écran qu'on va se permettre de dire tout et n'importe quoi. Donc Nina Torres, c'est un miroir tendu vers la société pour que chacun puisse au moins se regarder, chacun puisse se dire, franchement, il faut que je fasse attention à ce que je dis aux gens. Et ceux qui sont fragiles aussi, attention à ce que vous consommez parce que ça peut vous impacter, ça peut vous faire dévier de votre trajectoire. Alors, comment espérez-vous que les spectateurs et surtout les spectatrices se reconnaissent ou s'inspirent de Nina? Alors, je pense qu'elles doivent s'inspirer de Nina en ce sens qu'elles doivent être authentiques. Voilà, personne n'est parfait, on n'a pas besoin d'être parfaite. On doit juste être vrai, comme Nina l'a dit. On doit montrer nos faiblesses, on doit montrer nos problèmes, on doit montrer notre vulnérabilité pour que d'autres personnes puissent nous tendre véritablement la main. Mais si on ment, si on fait croire que ça va alors que ça ne va pas, si on donne une image alors qu'au fond on souffre, on se détruit nous-mêmes en fait. On se détruit. On se détruit. En tant que femme actrice et réalisatrice, sentez-vous une responsabilité particulière à défendre certaines causes ou à donner une voix aux femmes à l'écran? Ah, clair, obligé. Parce que pendant longtemps, le milieu a été dominé par des hommes. Et la manière dont les hommes voient les femmes, c'est pas comme ça, les femmes se voient elles-mêmes. Et les hommes, généralement, quand ils mettent des femmes en avant, c'est peut-être la femme de quelqu'un, la maîtresse de quelqu'un, la séductrice. On nous voit juste comme des belles femmes, c'est tout. Alors que nous-mêmes, femmes, on se connaît, on connaît notre puissance, on connaît notre force. Donc oui, ça me fait plaisir d'être aujourd'hui une femme... qui montre d'autres femmes, mais j'encouragerais surtout plusieurs autres femmes à se mettre à la production pour porter nos messages, pour montrer nos réalités, pour montrer ce dont on a envie. Voilà, pour que les hommes aussi puissent nous comprendre. Après la projection, quel retour ou émotion vous toucherait le plus de la part du public? Ah, j'adore souvent les réactions du public parce que j'entends les rires, j'entends d'autres pleurs et ça fait plaisir, ça montre qu'on a atteint notre objectif, mais ça fait plaisir surtout d'être à Paris et de voir que les salles sont pleines. Ça veut dire qu'il y a vraiment un public, il y a un potentiel, il y a un impact réel et ça, c'est pas du tout à négliger. Alors, pour terminer, si Nina devait laisser un mot ou un conseil aux femmes qui regardent aujourd'hui, que serait-il? Alors, c'est Nina ou c'est Kadi qui va parler là? C'est Nina ou Kadi? C'est mieux Kadi parle, hein, parce que Nina, elle va dire c'est Kadi plutôt. Nina, elle est dans le problème. Alors, je pense que si Kadi doit parler, Kadi va dire essayons d'être authentique. Authentique. Je pense que c'est vraiment le mot pour moi. Essayons d'être authentique, essayons de respecter les gens autour de nous, essayons d'aimer réellement, essayons d'être bienveillants. Arrêtons de juger les autres parce qu'on ne sait pas ce qu'ils traversent. Et puis, soyons un peu plus humains, c'est-à-dire... On a perdu aujourd'hui l'humanisme au profit des réseaux sociaux, du bling-bling. Soyons humains, revenons aux bases, aux fondamentaux. Très important. D'autres projections en province? Malheureusement, pas de province, mais le film est toujours en salle, dans les salles de cinéma en Afrique francophone. Et je dis merci à Pathé BC Afrique qui a permis ça. Merci beaucoup, Kadi. Je t'en prie, merci à Espace TV. Je suis mademoiselle Sama Sifatou et je suis venue suivre le film de Kadi Touré et Nina Torres. Et j'ai bien rigolé. Et le film était très intéressant. C'était pas trop long, mais c'était tellement bien fait qu'on est resté sur notre fin, quoi. La partie du ministre des Finances qui a pris un peu peur et qui a dit d'arrêter l'émission sur place. Parce que... Parce qu'il a vu qu'il était un peu dans le pétrin en fait. C'était pas trop bon pour son image. Parce qu'un ministre n'a pas le droit de se comporter ainsi en fait. Merci à Lamine Guérassi et à Moulagui pour ce beau reportage autour de ce film Nina Torres qui fait déjà beaucoup parler. Il est 11h52, un peu de musique, on se détend avec BCBG et Maguiné. Les matins d'Aïssa sur Espace. Oui, on va se retrouver dès lundi pour de nouvelles aventures. Bonne fête de Tabaski à toutes et à tous et on vous souhaite une excellente journée, un bon week-end. Je vais vous laisser avec Mystically et Lidio Face to Face. Une nouvelle ère s'ouvre sur Espace TV Europe. Préparez-vous à réveiller vos matins avec énergie, bonne humeur et authenticité. Aïssa Thiam, l'animatrice de renom, rejoint la grande famille Espace TV Europe. Retrouvez-la chaque matin pour une matinale exceptionnelle.
Infos, débats, invités, musique et surprises au rendez-vous. Bonjour à tous, je vous donne rendez-vous très bientôt sur Espace TV Europe. À très vite. Dès lundi, démarrez vos journées avec Aïssa Thiam.